Madame, monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de ce programme. C'est Carte sur table. Le gouvernement, hier lundi, a donné une conférence de presse où il était essentiellement question des élections législatives et municipales du 9 septembre prochain. Les élections qui, évidemment, vont concerner donc tous les partis politiques. 9 février, prochain. Entre autres, il faut le savoir déjà, des partis politiques qui se sont déclarés non partants, comme le MRC, ici représenté ce soir. Il y a des partis politiques qui conditionnent leur participation à ces élections-là, comme le PCRN, également représenté ce soir. Il y en a d'autres qui ont dit qu'ils y vont, comme le PURS, et le RDPC, évidemment, qui sont donc partants pour ces élections-là. Ce soir, on va peut-être, partant de cette sortie gouvernementale, essayer de mieux apprécier encore les positions des uns et des autres. On fera donc le point des investitures dans les différents partis. On va analyser la position de ces partis relativement à la demande de report pour certains, commenter le boycott des autres, et face à cela, on va s'arrêter sur la décision de l'ECAM qui, lui, Elections Cameroun, poursuit normalement le processus. D'ailleurs, les partis politiques sont invités à déposer leurs caractéristiques visuelles en vue de ces élections-là. Dans la projection, on verra si on peut maintenir ou non les élections du 9 février 2009. Législative et municipale 2020, jeu et enjeu, ce sera avec René Bakota, Soman Etienne, Soman François, Armand Okol et Célestin Djamène. Bonsoir Célestin. Bonsoir député, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Et j'ai pas envie de vous dire que c'est un privilège d'être ici aujourd'hui, vous le devinez aisément. Après 9 mois d'hibernation involontaire plutôt, je suis de nouveau très ravi de me retrouver sur ce plateau aujourd'hui. Et je vous remercie pour l'invitation. Ça se voit bien que c'est votre première apparition depuis 9 mois, vous avez dit Canal 2. Non, je ne vous en tiens pas rigueur. Mais je comprends que vous reprenez la température. Mais à culpa. Non, vous n'avez pas besoin de vous excuser. Vous reprenez la température de ce studio, c'est compréhensible. Merci infiniment d'être là. Et je sais qu'avec vous, on va certainement apprendre beaucoup en termes d'information, en termes de décryptage ce soir. Merci Célestin de cette amitié que vous nous renouvelez ce soir. François Soman, bonsoir. Bonsoir, monsieur le député. C'est une pure coïncidence que vous soyez assis à côté de Célestin. Écoutez, peut-être coïncidence, mais c'est un plateau où on n'a pas de choix à faire. C'est loin d'être une coïncidence idéologique. Non, pas du tout. Je pense qu'il est dans son parti, c'est dans le mien. Et le Cameroun se porte ainsi bien. Je rappelle que vous êtes maire de Pouma. Maire de la commune de Pouma, oui. Et vous êtes pressenti. Vous avez été investi à nouveau? Mais écoutez, le parti a investi ses candidats et je figure sur une liste. Donc, je pense que c'est une compétition normale qui est menée par notre parti, et qui vient d'ailleurs de prouver que le parti est en vigueur, parce que nous avons connu véritablement un enthousiasme. Merci. Beaucoup de candidats veulent être investis et c'est ainsi le signe d'un parti qui fonctionne. Merci François Soman. Et puis de l'autre côté, on a le PCRN représenté ce soir par le candidat Armand Okol. Bonsoir Armand. Bonsoir monsieur le député Tongolo. Je dis bonsoir à mon ami Célestin Djamène. Bonsoir monsieur le maire. C'est une amitié renouvelée, nouvelle, ancienne amitié ou... Célestin Djamène et moi, nous cumulons à peu près 8 ans d'amitié sincère, loyale, fidèle. Indépendamment du parcours politique. C'est ce que les gens doivent comprendre. C'est pas parce que nous avons des points de vue opposés sur le plan politique que ça altère de quelque manière que ce soit l'amitié. D'ailleurs, il faut peut-être le rappeler, le MRC, le parti auquel appartient Célestin Djamène, n'est pas l'adversaire du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, absolument pas. Nous avons un seul véritable adversaire, c'est le RDPC, pas parce que nous avons des problèmes de personnes avec ceux qui composent ce parti politique, mais nous avons des problèmes avec leur
management des institutions, des collectivités territoriales décentralisées. La preuve, c'est que nous sommes en train d'aller vers une élection et l'élément fondamental que les Camerounais, que le lecteur attend, c'était au moins le bilan de la mandature passée. Et vous avez bien vu que c'est la dernière des choses à laquelle il se préoccupe. La petite chose que vous me permettrez de dire, c'est de renouveler nos encouragements, les encouragements du Parti camerounais pour la réconciliation nationale au peuple Sawa qui a célébré Lungundu cette semaine, ce creuset des traditions, des cultures, des us et coutumes, et leur exprimer notre gratitude d'avoir eu l'amabilité d'adresser une invitation au président national Cabral Libye qui a répondu présent. Ce genre d'initiative est encouragé. Tout compte fait, parlant du grand amour, les habitués des réseaux sociaux auront peut-être du mal à vous croire, hein, mais bref, ça c'est une autre histoire. René Bakota, bonsoir. Bonsoir. Votre parti politique a décidé... de confirmer, hein, Célestin confirme que notre amitié est sincère. Votre parti politique... Vous pouvez lui donner peut-être la possibilité. Je suis avec Bakota désormais. Votre parti politique a décidé de partir à ces élections-là, le PERS, sans condition aucune. Oh, pas sans condition, mais c'est une question de cohérence et de logique. Parce qu'en réalité, vous savez bien qu'au lendemain des élections présidentielles, le PUS a tenu son assemblée générale bilan de sa participation à ces élections. Et parmi les recommandations qui ont été formulées, c'était la préparation pour les élections législatives et municipales à venir. Donc, mais évidemment, nous avons mené de nombreuses actions, notamment un plaidoyer suffisamment intense. Vous nous avez vu à l'Assemblée nationale avec le très honorable Kavaïgué, vous nous avez vu au Premier ministère auprès des institutions de l'ECAM pour justement essayer de provoquer la réforme de la loi électorale qui devrait permettre effectivement une élection transparente, dont les résultats sont partagés par sans ces objectifs atteints, vous y allez quand même. Oui, je dis bien, c'est une question de cohérence, parce que nous avions dit qu'il fallait faire ce travail et il fallait également pacifier, si vous voulez, les régions en crise, celles notamment du nord-ouest et du sud-ouest, et nous avons appelé à la veille des élections de reporter ces différentes élections, mais nous ne sommes pas partisans de la chaise vide. Donc du coup, nous irons aux élections le 9 février prochain. On reviendra certainement sur les raisons les unes après les autres qui militent justement en faveur de cette décision et de ce choix politique. Transition et puis on rentre en plein dans le débat. Alors, messieurs, commençons peut-être par une réaction sur la sortie gouvernementale d'hier. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a accompagné celui de l'administration territoriale. Les deux membres du gouvernement ont rassuré sur la tenue effective. D'abord, confirmer la date du 9 septembre. Rappeler que les élus, notamment du Parlement ou alors de l'Assemblée nationale, et les maires avaient déjà bénéficié de 2 reports et que la marge était assez limite. Et ils disent haro sur le chantage qui semble être fait par les différents partis politiques, tout en rassurant que le 9 février prochain, les élections vont se dérouler dans la sérénité, dans la sécurité nécessaire sur toute l'étendue du territoire national, 58 départements, 300 communes. Et j'aimerais bien prendre d'abord d'emblée votre réaction, Célestin Djamène. Bon, je crois qu'il n'y a pas de chantage, en tout cas de la part du MRC. La décision du président national, ou en tout cas du Conseil national du MRC, peut être discutée, contestée, mais c'est une décision qui a le mérite d'être claire. Le chantage viendrait peut-être d'autres partis politiques qui ont demandé un délai de recours pour compléter leur dossier. Comme le PCRN. On va le dire comme ça. Mais pour ce qui concerne le MRC, il n'y a pas de chantage. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais je crois que quand j'ai lu ce communiqué du ministre René Sadi, j'ai plus vu un air de panique. Parce qu'en vérité, le gouvernement, en principe, devrait inspirer de la sérénité. Donc si on commence à polémiquer ou à se tirailler avec les positions des uns et des autres, je crois qu'il y a lieu là, effectivement, de regretter ce comportement qui ne m'étonne pas beaucoup. Parce qu'en vérité, ils savent très bien que leurs lois sont extrêmement mauvaises. C'est le Parlement, un Parlement RDPC,
qui a voté ce code électoral en 2012, il a été taillé sur mesure pour un seul parti et pour un seul homme. J'ai la faiblesse de penser que je suis l'un de ceux qui a violemment, en tout cas de manière véhémente, combattu ce mauvais code, même si j'ai toujours pensé que, malgré les mauvaises lois, nous n'avions que le choix, en dehors de l'option de l'insurrection militaire par exemple, de contrer ce système avec leurs propres lois. C'est ma conviction. Mais sur la sortie du ministre Sadi et de M. Atanganji, je crois que là, c'est plus l'expression d'une agitation fébrile que la position d'un gouvernement qui est dans son bon droit. Le problème fondamental qui se pose aujourd'hui au Cameroun, c'est une question de gouvernance. Ça, c'est fondamental. Nous avons un monsieur qui s'appelle Paul Biya qui a décidé de s'éterniser au pouvoir, qui a décidé par tous les moyens. Quand vous regardez un peu de manière panoramique ce code électoral, dans de nombreux articles 41, 44, 113 alinéa 4, vous vous rendez compte que tout a été mis en place pour que ce parti demeure à jamais au pouvoir. Donc ce rappel était inutile. Je prends les autres sur cette première question. Parlons de votre conviction personnelle concernant justement ces lois, ce code électoral. Beaucoup ont eu l'impression d'apercevoir comme un courroux, comme un haro, comme un rejet de votre part de la décision du MRC de ne pas y aller, comme une forte déception de Célestin Djamène vis-à-vis de la position de son parti. Monsieur Dipita Tongo, vous savez, le président, le professeur Kamto, c'est le président national du MRC. C'est le président du conseil national du MRC. C'est le président du directoire. À ce titre, c'est la voix la plus autorisée du parti à prendre soit en son nom personnel, parce qu'il a des prérogatives statutaires personnelles, soit au nom du directoire ou du conseil national, des décisions qui s'imposent à tous, y compris à Célestin Djamène. Donc ces décisions s'imposent à moi. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et j'avoue que j'interrogeais moins la décision que votre sentiment personnel. J'y arrive. J'appelais à l'émotion de l'homme. C'est pour dire qu'un parti peut prendre une décision, quelles que soient les humeurs, quelles que soient les postures des uns des autres. Je peux être dans mon parti en minorité sur un sujet. Mais j'ai l'obligation de respecter la décision prise par l'autorité la plus importante, l'autorité suprême de mon parti. Bon, pour finir avec vous, loin de là, j'interroge quand même votre sentiment personnel au-delà de cet engagement politique que vous avez. Êtes-vous déçu? Mon sentiment personnel, je l'ai déjà exprimé sur d'autres chaînes concurrentes, je suis convaincu que dans certains pays, la décision de boycott peut porter des fruits, en ce sens que dans certains pays plus avancés démocratiquement que nous, il y a des gens qui ont une culture politique assez avancée, et dont une décision pour un parti phare qui a pignon sur rue peut susciter même jusqu'aux émeutes sociales. Mais nous sommes sous les tropiques, nous sommes en dictature, et le boycott n'est pas un fait nouveau dans ce pays. On l'a vu en 92, on l'a même vu en 97, lorsque le SDF boycottait la présidentielle. Mais la nature du régime fait penser, en tout cas c'est mon sentiment, que ça ne peut pas avoir d'effet sur eux. Donc je considère que la solution pour moi, la meilleure, eût été, avec ces mauvaises lois, de prendre part aux élections. Je crois qu'à un moment donné de l'histoire, il faut avoir le courage de ses idées et de dire profondément ce qu'on pense. Merci. Je crois que M. Kamto doit d'abord être respecté en tant qu'éminence dans son domaine de prédilection, ça vaut le droit, mais en même temps en tant qu'homme politique. Mais au MRC, on n'a jamais dit que personne ne pouvait émettre d'avis. Merci. Mon avis personnel, c'est celui-là. Alors, ceux qui évoquent, citant le ministre de l'administration territoriale, ceux qui évoquent, disais-je, la situation des régions du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest pour ne pas aller aux élections, c'est une fuite en avant, c'est un argument fallacieux qui ne repose sur rien. Si nous allons aux élections convoquées par le chef de l'État, ça veut dire que toute évaluation faite, ces élections sont possibles et peuvent se tenir dans des conditions de sérénité et de tranquillité. Cabral Libi. À Morcol, le PCRN est-il dans le chantage au regard de sa position que certains qualifient d'ambiguë, partant, non partant, un peu en avant, deux pas en arrière, un peu de la danse mafia? M. Célestin Djamène a semblé dire tout à l'heure que nous inscrivons dans le chantage. Venant de lui, ça me surprend un tout petit peu. De lui, pourquoi? Parce que je crois savoir qu'il est juriste.
Et un juriste sait qu'on épuise les moyens de recours. C'est un principe de base en droit. Moi, je ne suis pas juriste, mais j'ai flirté. La loi ne prévoit pas de recours en matière électorale. On va y arriver, Célestin. Soyez-en rassurés, on va y arriver. Et vous avez noté tout à l'heure que je ne vous ai pas interrompu. Absolument. Très amicalement. Alors, je voudrais vous rappeler, M. Célestin Jammeh, que l'article 10 du Code électoral dispose exactement ceci. Alinéa 1er. Le Conseil électoral veille au respect de la loi électorale par tous les intervenants de manière à assurer la régularité, l'impartialité, la transparence et la sincérité des scrutins. Quand vous allez à l'alinéa 2, au 6e point, très exactement, il est dit noir sur blanc. Le Conseil électoral connaît des contestations et réclamations portant sur des opérations préélectorales et électorales sous réserve des attributions du Conseil constitutionnel et des juridictions ou administrations compétentes. Et le 7e point dit ordonne les rectifications rendues nécessaires à la suite de l'examen des réclamations ou contestations reçues relatives aux élections ou aux opérations référendaires. Il y a des gens qui nous suivent à la maison, ils peuvent ouvrir leur code électoral pour se rendre compte de ce que je n'invente pas ce que je veux dire. Pour dire quoi? Qu'avant que le Conseil constitutionnel n'ouvre le contentieux préélectoral, le Conseil électoral de l'ECAM se saisit, a compétence de se saisir, de connaître des réclamations, des revendications. Nous avons donc utilisé cette opportunité que nous offre le code électoral et nous avons rassemblé les éléments de preuve. Je crois savoir, je connais votre rigueur, M. Dipita Tongo, que vous avez probablement suivi la sortie du président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, qui a fait partie, les camarades du Mayo Danaï, de la Mefou Afamba, bref, de l'ensemble du pays, et on a rassemblé les éléments qu'on a mis à la disposition du Conseil électoral de l'ECAM au lendemain de la date butoir du dépôt des listes de candidature. Nous sommes allés déposer ces revendications et nous avons estimé que compte tenu de toutes les difficultés que nous avons eues, nous et d'autres formations politiques, notamment pour ce qui concerne la délivrance de certains documents, je peux citer entre autres l'attestation de non-redevance. Comment pouvez-vous imaginer qu'on puisse imposer aux gens qui ne sont pas contribuables de justifier d'une attestation en déboursant de l'argent? À certains endroits, il fallait payer 15 000, à d'autres endroits 30 000, parfois 80 000 francs, sans qu'on ne vous délivre un reçu. Comment pouvez-vous imaginer? Vous en profitez pour rabattre du revers de la main l'argument selon lequel le Conseil de l'ECAM n'est pas compétent pour se saisir des questions du contentieux électoral. Un argument pourtant porté par les maires. Je viens de vous dire, je viens de vous lire les dispositions du code électoral qui donnent mandat au Conseil électoral de se saisir des réclamations. On appelle ça. Non, pardon, François Soma. Avec votre permission, M. Vous permettez qu'on... La question qui est posée, c'est la question du report. Célestin, vous reviendrez dans 15 minutes. Jours, vous permettez. Vous revenez dans une minute, le temps de prendre au moins aussi les avis de mon frère François. Merci. J'ai d'abord une question ciblée avant de rebondir. Oui. La première prise de parole, ce sera des questions ciblées concernant chaque parti. Oui. Vous, au RDPC, on a quand même pu également voir que ça n'a pas été une phase d'investiture facile, hein? Beaucoup de grincements dedans. Mais écoutez, député, vous avez entendu souvent le chef de dénonciations. Oui, vous avez entendu le chef de l'État lors de son discours d'investiture dire que les Camerounais veulent gérer quotidiennement leurs affaires localement. Je pense que ce qui s'est passé chez nous traduit cet engouement, cette volonté des Camerounais de gérer leurs propres affaires. La décentration aujourd'hui, quelque chose d'important dans ce pays. Parce que pendant très longtemps, le Cameroun a fait du surplace.
Je pense que depuis 2010, l'État a décidé de transférer aux communes un certain nombre de compétences. Peut-être pas suffisamment de ressources, mais le mouvement est en marche. Je pense que dans une commune comme la mienne, chacun sait que c'est une commune aujourd'hui qui donne des envies de devenir conseiller municipal, de devenir maire. Donc il n'est pas tout à fait superflu que nous ayons vu des gens venir de toutes parts. Et je pense que cela traduit simplement de la volonté de notre parti de faire en sorte que tout le monde puisse être associé à la chose publique. Donc il y a eu des problèmes. Mais quand j'écoute mes compatriotes sur la table, je me pose beaucoup de questions. C'est comme si on prend le cas des impôts, les impôts ont demandé à tout le monde, à tous les candidats, d'avoir à payer la taxe foncière, qui était de 15 000 francs. Nous avons eu à la payer, parce que c'est une taxe qui est due. Nous aurions dû la payer chaque année. On n'a pas payé, on s'est trouvé face à l'administration fiscale qui a dit vous payez. Nous avons tous payé. Ceux qui n'ont pas payé n'ont pas pu compléter un dossier. J'ai entendu le président de M. Okol dire que les maires RDPC ne signaient pas les actes d'état civil. Mais ça me paraît quand même curieux. Je pense que ce parti a quand même des alliés. Surtout en supposant que dans certains partis, vous savez, moi, maire depuis 2 mandats, j'ai dit à tout le monde, quand on est maire, on n'appartient pas à un parti. Vous ne demandez pas à un Camerounais qui arrive dans votre bureau, vous venez de quel parti. Moi, j'allais jusqu'à dire à mes adjoints, quand vous êtes en public et que le préfet arrive, il vous est interdit de mettre le pagne et de mettre l'écharpe sur le pagne. Nous sommes des maires des Camerounais, on n'est pas des maires des partis. Oui, un parti nous investit, mais une fois qu'on investit, on n'appartient pas à un parti. Donc moi j'ai entendu que le ministre a dit, pour qui connaît le ministre a dit, de ce pays, tout le monde sait que ce n'est pas quelqu'un qui panique. Nous avons tous bénéficié des mêmes conditions. On a bénéficié des reports pour nous qui sommes maires. Et nous savions qu'un jour, l'État allait mettre fin, le président de la République allait appeler le corps électoral. Ça a été fait, nous avons bénéficié des mêmes périodes. Mais le reproche principal que vous avez fait au moment où on veut lancer ces élections, c'est le constat de ce que la plupart, sinon presque tous les maires sortants, ou alors tous les élus sortants, notamment ceux qui ont géré l'exécutif, n'ont pas fait leur bilan. Je veux dire que ça c'est quand même... Mais député, le bilan... Je veux dire que la mandature ne s'est pas arrêtée parce qu'on a lancé les élections. Ça, c'est sûr. Le mandat va se terminer 2 semaines après que les élections de 9 se soient terminées. Nous continuons de travailler. Les communes vont présenter bientôt le bilan 2020, le budget 2020. Nous allons présenter au mois de mars le bilan de la mandature. La mandature 2019. Après les élections. Je dis ceci. Vous pouvez faire dans votre parti, je vais vous présenter le bilan. Est-ce que tout au moins moralement, il n'est pas juste pour vous d'aller vers les électeurs en leur montrant ce que vous avez fait? Je dis loin des textes, je dis moralement, quand je viens demander un nouveau suffrage, je vous dis, écoutez, vous m'avez donné 5 ans de mandat, voilà ce que j'ai fait. Écoutez, nous allons aux élections locales. D'accord. Moi, maire de la commune de Pouma, candidat demain, je devrais présenter automatiquement aux populations de Pouma mon bilan. Sans quoi, c'est ce que vous avez dit devrait. Non, pas vous je vais le présenter obligatoirement. Parce que sinon, sur quoi on va me juger? Ça, c'est sûr. René, bonsoir à nouveau. Alors, le PURS, à l'annonce de sa position qui semble j'y vais, même s'il y a 2 ou 3 lignes, d'aucuns se sont dit rien de plus logique, plus qu'on a le sentiment que vous accompagnez davantage le gouvernement qu'autre chose. Je veux dire que votre décision, votre position semble ne pas surprendre. Elle semble plutôt accompagner la mouvance de cette tendance à l'élection le 9 février prochain. Monsieur Dibita, nous savons que depuis quelques mois au Cameroun, on est à la chasse aux sorcières et à tous les soupçons. Je voudrais rappeler que s'agissant du boycott, qui est un choix politique normal dans le jeu politique, c'est tout à fait à respecter. Mais dans un contexte comme le nôtre, le boycott est loin d'être une maladie contagieuse. Parce qu'en réalité, il n'y a aucun parti politique enregistré au MINAC qu'on appelle opposition. C'est une famille par rapport à un jeu politique où les acteurs opèrent leur choix. Mais par rapport à une personne, je l'ai dit tout à l'heure, quand nous sommes sortis, nous, des élections présidentielles, nous avons fait une évaluation de notre participation. Il y a des recommandations qui sont sorties de l'Assemblée générale que nous avons tenues le 8 décembre ici à Douala. Nous avons dit, premièrement, il faut intensifier
le plaidoyer pour la modification et la réforme de la loi électorale. Deuxièmement, intensifier le plaidoyer pour la résolution de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous avons commis un mémorandum de sortie de crise qui a été largement partagé. Nous avons dit qu'il faut intensifier les campagnes d'inscription sur les listes électorales et puis préparer les candidatures pour participer aux élections. Mais c'est tout à fait logique que si on convoque le corps électoral, qu'on aille aux élections, contrairement à d'autres qui ont connu des rebondissements dans leur choix. Mais qui est-ce que on devrait dire plutôt qu'il y a un problème par rapport à cela? Et puis je ne comprends pas cette attitude qui a toujours à juger les positions des autres pendant qu'on respecte celles que les autres partis peuvent prendre. Je suis désolé. Il n'y a pas un parti politique qui dicte au plus ses choix politiques. Je dis, chez nous, c'est une question de cohérence. Nous avons annoncé depuis qu'on allait aux élections. Nous avons posé des actes pour dire il faut réformer le code électoral. Nous avons rencontré monsieur le président de l'Assemblée nationale, le MINAC, le ELECAM. Nous avons porté tout ce que nous avions comme requête pour modifier le code électoral. Mais est-ce à dire donc que si ces activités ne sont pas menées, nous ne devons pas aller aux élections? Vous ne pouvez pas travailler avec quelqu'un qui vous dit jusqu'à dimanche qu'il va aux élections. Et puis le lendemain, il n'y va pas. Et nous, on va suivre comme des moutons de Panurge. Parce que effectivement, sans comprendre pourquoi est-ce que cette situation est arrivée, je suis désolé, l'Opus ira aux élections. Et ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Les uns et les autres peuvent penser ce qu'ils veulent penser. C'est leur avis que nous respectons. Et vous dites que vous êtes à la ligne de mire de quel parti? Je parle du MRC parce que dans ce que vous dites, lorsque nous avons produit le communiqué qui confirmait finalement notre participation aux élections, les réactions que vous relayez, ce ne sont pas vos réactions. Ce sont les réactions que nous avons vues par rapport à ce communiqué. On n'aurait même pas intervenu par rapport à cela si jamais vous n'évoquiez pas la situation. Je suis désolé et je pense que nous respectons les positions des uns et des autres, notamment sur la question même de report. Nous avons de nombreuses listes qui n'ont pas pu être déposées parce que nos candidats n'étaient pas prêts. À cause justement de tout ce que nous avons vécu. Moi, personnellement, je n'ai pas payé un seul franc par rapport à la taxe sur à la non-redevance, par rapport à mon statut professionnel. Mais il y a d'autres où on demandait de payer. Et je dois rappeler, parce que les Camerounais aiment faire des débats sans toutefois maîtriser exactement la loi. L'article 295 du Code électoral est clair là-dessus. Les seuls documents pour lesquels on ne doit pas payer, c'est les extraits d'actes de naissance et les actes judiciaires, notamment le cahier judiciaire, le certificat de nationalité. Le reste des pièces, c'est des pièces qui sont payées. Mais alors, s'il y a une situation, il y a des moments où il fallait effectivement convaincre par des arguments que la personne ne peut pas payer parce qu'elle habite peut-être chez ses parents. Voilà. Donc, on ne peut pas lui imputer une taxe foncière alors qu'il n'a pas une responsabilité en tant que contribuable par rapport à cette taxation. Et ses parents payent la taxe en question. C'est des choses qu'il fallait échanger. Je peux vous rassurer que nous avons eu des difficultés pour constituer nos listes. Il me souvient que, par exemple, dans l'arrondissement de Bokito, c'est pratiquement à 20h que monsieur le sous-préfet a signé nos attestations de résidence, alors qu'on les a déposées longtemps à l'avance, malgré qu'on ait même payé les timbres. Nous avons connu toutes ces difficultés. Mais à la fin, vous voyez des gens qui ont souffert pour constituer des listes. D'autres ont dépensé de l'argent. On ne peut pas se lever un matin et puis une personne prend une décision comme ça et dit non. La décision d'aller aux élections n'appartient pas à un individu au plus. C'est l'Assemblée générale de notre parti qui a décidé. On ne peut donc pas se lever un matin et dire que nous n'allons pas aux élections. C'est une question de cohérence. Nous sommes cohérents depuis le début dans ce que nous faisons et nous allons aller aux élections le 9. Et puis même, il faut rappeler que du point de vue de la loi, il fallait modifier le code électoral pour permettre au président de la République de continuer à reporter le mandat des conseillers municipaux. Parce que la loi ne lui donne que 18 mois. Il en a pratiquement épuisé, il est à peine à 1 mois et demi. Alors, si on ne modifie pas le code électoral, la session parlementaire actuelle va s'achever le 12 novembre. Il faudra alors, avant le 9, convoquer forcément une session extraordinaire pour modifier ce code électoral afin que le président puisse reporter l'élection. On ne va pas rentrer, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de juger. Je rappelle encore qu'il n'y a pas un parti politique au Cameroun qu'on appelle opposition enregistrée au MINAC. Célestin Djamé, vous voulez rebondir? Oui, tout d'abord, je voulais rassurer mon ami Armand Cole que tout à l'heure, je n'ai pas stigmatisé un parti en particulier concernant le chantage. Il y a d'ailleurs plusieurs partis qui ont demandé le report.
de 15 jours pour compléter leur dossier. Donc je n'ai pas cité de parti. Maintenant, je pense que la question de report, c'est ça qui est en jeu. Parce qu'aucune loi, à l'heure que je sache, ne permet à Elecam, qui est là pour veiller à la bonne application de la loi, de reporter quelque date que ce soit une élection. Ce pouvoir peut revenir au président de la République, éventuellement. Et dans ce cas-là, il le fait par décret. Il l'a fait en 2002, lorsque M. Edima, Congo Edima, avait fait du n'importe quoi, et que le président de l'époque a décidé carrément de reporter d'une semaine, rappelez-vous, les élections législatives. Ah oui, d'une semaine. Parce qu'il n'y avait pas de bulletin de vote, par exemple. Voilà. Dans ce cas-là, dans des conditions exceptionnelles, il peut décider, effectivement, de reporter une date. Mais ce n'était pas ni à l'ONEL à l'époque, ONEL 1 ou 2, peu importe, ni à l'ECAM aujourd'hui, de changer la loi. Ce n'est pas l'ECAM. Et l'ECAM est là pour veiller à la bonne exécution des lois. Ils n'ont aucune marge à ce niveau-là. Donc le report, je comprends, le parti le PCRN de Cabral-Liby, je comprends très bien d'autres partis que je n'ai pas en mémoire forcément, d'avoir demandé eu égard aux tracasseries. Même le SDF, vous ne l'avez pas en mémoire? Le SDF, écoutez, je ne veux pas sombrer ici dans les débats accessoires. Je suis en train de dire que, pour ce qui me concerne, je fais le constat aujourd'hui qu'ils ont demandé de manière légitime, eu égard aux tracasseries préfectorales qu'ils ont subies, un report. Mais ils l'ont fait en sachant très bien que c'est impossible, en tout cas relevant de la compétence de l'ECAM, ça c'est clair. Je crois que le débat véritable... Célestin, peut-être faut-il, en 15 secondes, en 15 secondes, peut-être faut-il, nous avons jamais demandé le report de la date du scrutin. Nous avons demandé au Conseil... Vous le retirez après Célestin. Principe. Amand, vous le retirez après Célestin. Vous terminez Célestin. C'est pour dire que le combat sur le code électoral, c'est un combat fondamental, qui est plus politique. Moi, je suis dans ce combat depuis au moins 5 ans. Le code électoral a été promulgué en 2012, à ma connaissance. Dès 2012, j'ai répertorié les articles liberticides. Et j'ai dit que voilà un texte qui est véritablement taillé sur mesure par un prince timonier pour se pérenniser au pouvoir. Voilà la réalité. Et que tout homme politique conscient et lucide devrait, avec nous, partager ce combat. Et à l'époque, certains se précipitaient à dire qu'il suffisait de s'inscrire sur les listes électorales. Ce contre quoi je n'ai rien. Mais pour dire que la seule inscription sur une liste électorale, quoique étant un acte citoyen majeur et important, ne peut pas suffire pour, comment dirais-je, assurer, n'est-ce pas, l'alternance comme tous les démocrates peuvent le souhaiter. Donc j'ai dit en conséquence qu'il y avait un texte qui mettait en place le système de dévolution du pouvoir, qui est l'instrument majeur dans une élection, qui est le code électoral. Monsieur Souman, laissez-moi finir. Comment pouvez-vous dire que vous avez Je m'explique. Non, mais vous venez de dire que il ne suffit pas de s'inscrire sur les listes électorales pour gagner une élection. Oui. Donc, comment vous affirmez que vous avez gagné la dernière élection alors que vous ne votez pas? Sur la base des faits, monsieur Souman, sur la base des PV, et je tiens à vous... Non, pas du tout, je tiens à vous rappeler que nous avons fait porter des revendications au niveau de l'Union africaine. Ça ne vous a pas échappé. Et donc aujourd'hui, l'État du Cameroun se refuse... Plus d'un an, le résultat de l'Union africaine est connu. Ben écoutez, l'affaire est en cours. Okay. Et l'État du Cameroun se refuse à apporter à la demande de l'Union africaine un mémoire en réplique. Nous avons fourni les documents demandés par l'Union africaine. Nous avons vu, vous l'avez vu en Mondovision l'année dernière, un conseil constitutionnel qui était aux ordres. On a suffisamment démontré qu'on ne pouvait pas proclamer un candidat vainqueur sur la base des PV non signés. Pour terminer, Dipita, c'est pour dire que aujourd'hui, le vrai combat, c'est évidemment, il faut continuer à dénoncer ce code qui est perfide, qui est nocif. Mais en même temps, comment y échapper? Parce que je vous dis, encore une fois, regardez, il y a des cas isolés au Cameroun, à Fumban, à Kumba 2. L'opposition gagne toujours. Parce que, notamment sur les élections de proximité locales. Pourquoi? Parce que les dispositions sont prises afin que les représentants des différents partis puissent défendre avec énergie leur suffrage. C'est possible. Je prends le cas très simple du MRC, qui a atteint un pic d'audience et de popularité jamais égalé au Cameroun. Je rappelle qu'à l'époque, le SDF, en 97, n'était pas loin d'une cinquantaine de députés. Le SDF de 1997, le MRC de 2019 est beaucoup plus puissant que le SDF de 1997. Et aujourd'hui donc, nous étions en capacité
d'engranger des victoires dans plusieurs circonscriptions, y compris des sièges à l'Assemblée nationale. Le problème, c'est quoi qui se pose? C'est simplement la préparation, et je vous assure que nos militants étaient gonflés à bloc. Et je salue la vigueur manifestée sur le terrain pendant toute cette période des militants du MRC. Bien entendu, je reviens pour dire que, effectivement, la décision de la voie la plus autorisée du parti s'impose. Et donc, je m'incline à cela pour l'instant, mais j'ai envie de faire comprendre... C'est vrai que le SIF n'est pas présent ce soir pour se défendre, mais en même temps... Je n'ai pas accusé le SIF. En même temps, on sait que pour l'instant encore, tout au moins au Parlement, le SIF est la deuxième force politique en termes de représentativité, en termes de... Sur les suffrages de 2013. Oui. Des élections où le MRC était présent et certains autres partis. Il y a une élection après, en 2018. Monsieur le député, moi, je voulais faire... Il me semble que c'est la parole. Oui, je vais te la donner, donne-moi une seconde. C'est juste pour dire... Vous pouvez me voir aussi, monsieur le maire. Je parle à un ami, comme tu disais tout à l'heure. Je pense que Célestin, pour ce que nous voyons dans d'autres pays, en général, quand on a gagné une élection présidentielle, celles qui suivent les législatives, en général, attestent que le parti se porte bien. Nous sommes justement face à une situation pareille. On s'étonne qu'après avoir clamé sur tous les toits que vous avez gagné l'élection présidentielle, on vous donne l'opportunité d'affirmer votre victoire et à la dernière minute que vous n'y allez pas. Moi, en tant que citoyen, je me pose bien des questions. Est-ce que vous êtes sûr de vous-même? Est-ce que c'est pas la peur? Est-ce que c'est pas la peur que nous disions, nous, citoyens, que en vérité, le MRC ne vaut rien? Maintenant, monsieur Okol, moi je pense que je comprends tout à fait que lorsqu'on a des difficultés, qu'on puisse les rejeter sur d'autres. Nous avons tous eu à faire face à l'administration de notre pays, soit pour signer une copie d'acte de naissance, soit pour un certificat de domicile. Mais franchement, dire que vous voudriez que et les camps vous donnent 15 jours par rapport aux autres compétiteurs, il y a quand même là un problème. Essayez de me faire comprendre qu'est-ce qui est derrière ça. Parce que je ne comprends pas. Je vous le dis simplement, monsieur le maire. Et tout à l'heure, vous faisiez un plaidoyer pro domo pour vous défendre, pour dire que dans votre commune, vos adjoints et vous étiez enclins à signer le document, monsieur le maire. Je me réjouis si tel est vrai. Mais ailleurs, croyez-moi, ce n'était pas le cas. On ne cite pas les contemporains. Moi, je peux citer Dieudonné Zamba, qui est le maire de Mbalmayo, qui a catégoriquement refusé de signer des extraits d'actes de naissance à nos candidats. Il a même fait une déclaration publique pour dire « Allez voir votre président Cabral Libi, c'est lui qui doit vous signer ces extraits d'actes de naissance. » Je peux vous citer le cas de Essé, de Zendouane. Je peux vous citer le cas de Yagua. Je peux vous citer le cas de Fumot. Je peux citer des cas comme ça à profusion où les maires ont complètement refusé de signer les extraits d'actes de naissance. Je peux vous citer des cas des sous-préfets qui ont refusé de signer des certificats de domicile. Mais ils sont nombreux. Et je sais pertinemment que vous le savez. Peut-être en zone urbaine, on n'identifie pas un candidat à une chapelle politique. Mais dans l'arrière-pays, dans les chefs d'arrondissement, dans les chefs de département, on sait naturellement pour qui un tel milite et on érige une barrière. Donc, ce que vous devez comprendre, et ce que nous avons dit, quand nous saisissons le Conseil électoral, ce n'est pas pour que la date du scrutin soit prorogée. Le Conseil électoral a 15 jours, me semble-t-il, pour publier la liste. Mais dans ce délai, effectivement, on peut donner la possibilité à certains de venir compléter leur liste. Et il s'agit surtout des listes à compléter parce que il y a des listes qui ont été déposées avec des candidats qui n'ont pas pu avoir le certificat de non-redevance, par exemple. Il y a des cas, des gens qui ont déposé depuis près de mois les demandes d'obtention de l'extrait d'acte de naissance. C'est pour ça que nous avons utilisé cette voie de recours pour demander au Conseil électoral de permettre à ceux-là de venir compléter sans que cela ne modifie le calendrier électoral et sans qu'on ait besoin de repousser la date du scrutin. Parce que nous savons parfaitement que le Conseil électoral n'a pas cette compétence. Mais je suis un tout petit peu
gêné que mon cher ami Bakota ne comprenne pas, j'ai envie de dire, le sentiment de ses autres compatriotes appartenant au parti de Célestin Djamène, qui ont quand même, depuis longtemps, bataillé, qui ont mouillé le maillot, notamment pour la dernière élection présidentielle, qui ont donc accompagné le président national dans le même contexte, dans les mêmes conditions sécuritaires actuelles. Parce que je rappelle que l'élection présidentielle s'est déroulée alors que le code électoral, que tous les acteurs demandent la modification, peut-être pas ceux du parti du maire Souman, mais au moins tous les partis de l'opposition demandent la modification du code électoral. Je rappelle que cette élection présidentielle s'est déroulée alors que le nord-ouest et le sud-ouest étaient à feu et à sang. Je n'ai peut-être pas l'expertise nécessaire pour quantifier le degré de terreur, mais je suis quand même à même de penser que la situation maintenant est peut-être moindre qu'à ce moment. À partir de ce moment, j'estime donc qu'ils sont en droit de nourrir une certaine colère. Et Célestin Djamène essaye d'arrondir les angles alors qu'on l'a suivi sur un autre plateau où il était vert de colère. C'est tout à fait normal. Il peut faire le rétro-pédalage. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Par conséquent, j'estime pour ma part que c'est de bon ton qu'il y ait cette colère. Et Célestin Djamène m'a conforté tout à l'heure. J'aurais pu me passer de commenter cette décision parce qu'il appartient à chaque formation politique d'avoir sa stratégie. Parce que la politique, c'est la conquête de tout parti du pouvoir. Et dans les ensembles naturels, j'ai fait aussi un peu de mathématiques à l'école, 0 est compris dans les ensembles naturels. À partir de ce moment, ne pas aller à la conquête de tout parti du pouvoir, c'est également opérer un choix. Donc je me serais gardé de commenter cette stratégie d'une formation politique parce qu'elle en a pleinement le droit. S'il n'avait pas tout à l'heure dit, et je crois que les téléspectateurs l'ont retenu, qu'en vérité, la décision du MSC de ne pas participer aux élections n'a pas été une décision concertée avec les militants de la base. Et ça, moi, ça me gêne un tout petit peu. Et je le sais d'autant plus que lorsque cette décision est rendue publique, moi je me trouvais à la trésorerie avec des camarades de Célestin Djamène qui venaient payer leur cautionnement et qui étaient tout aussi surpris que nous d'apprendre que le leader de leur parti a décidé escalité que sa formation politique n'aille pas à l'élection. Et vous comprendrez la différence par exemple qu'il y a avec nous. Nous avons dit, et dans la sortie du président national, que nous attendons la décision du Conseil électoral. Et après sa décision, nous allons aviser et en concertation avec les coordinations régionales, départementales, coordination d'arrondissement et les sous-coordinations, nous allons aviser et de manière concertée, nous allons prendre la décision de participer ou de ne pas participer. Parce qu'il n'est pas normal que vous soyez dans une formation politique et que vous minoriez, que vous minimisiez également les désirata de la base qui ont le mot à dire. Vous voulez rebondir, Bakota? Je voulais dire à Okol que je comprends très bien la colère des militants du MRC, mais le PUS n'est pas responsable. Ce n'est pas Serge Espoir Matomba qui a pris la décision de ne pas aller aux élections au MRC. Je pense que et moi, je ne voudrais pas du tout commenter cette décision parce que c'est un parti politique autonome qui prend ses décisions. Ces décisions, en réalité, je ne peux que les observer. Mais j'attends également de l'autre côté que ceux qui développent des discours selon lesquels, si vous ne faites pas ceci, ça veut dire que vous accompagnez tel. Je suis désolé. Je le dis et je le redis, nous ne sommes pas responsables de ce qui est arrivé ou de la décision qui a été prise. Et par conséquent, je le dis, nous-mêmes nous avons souffert justement pour constituer nos listes. Nous avons beaucoup souffert. Vous parlez de la trésorerie. Jusqu'à une certaine heure, il a même fallu qu'on utilise certaines astuces dans certaines communes parce que le principe de la déclaration étant que dès que quelqu'un s'est déjà retrouvé dans les antennes ou les bureaux de l'ECAM, le processus de déclaration de candidature a commencé. On a souffert par rapport à cela. On a dénoncé également comment on pouvait le faire. Mais à un moment donné, je dis c'est une question de cohérence. Nous allons aux élections parce que d'un point de vue de la cohérence, nous avions déjà dit qu'on devait aller aux élections. Nous avons par exemple lu
par rapport au débat sur la question du report. Quand vous lisez l'article 186 du Code électoral, il est clairement dit que dès qu'une candidature est déposée, d'ailleurs ça nous est arrivé dans certains endroits, où on a voulu déposer la candidature, l'article 190 dit dès que vous avez déposé la candidature, elle ne peut ni être retirée, ni modifiée. Cela signifie que si vous avez déposé en l'état, c'est ce dossier-là que le Conseil électoral va examiner. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faudrait que les Camerounais cessent de donner l'impression que... Donc, vous plaidez pour l'inculture ou la mauvaise pratique politique? Mais non, pas pour l'inculture. Mais, Monsieur Dipita, lorsque vous vous retrouvez dans une élection, il faut prendre d'abord la loi, vous mettez à côté, vous la lisez. Nous avons accompagné nos candidats. Il y avait certains de nos candidats qui ont renseigné leur déclaration de candidature, mais qui ont oublié d'aller au commissariat pour certifier la légalisation de cette signature. Pourtant, la loi est claire que quand les 3 exemplaires de déclaration de candidature, vous devez certifier votre signature et c'est au commissariat, au moins un officier de police qui doit pouvoir certifier votre signature. Mais si vous ne le faites pas, et qu'on rejette maintenant demain votre candidature, est-ce qu'on va se plaindre? Il faut un accompagnement. Et il faut savoir que beaucoup de Camerounais se sont introduits dans la politique, fort heureusement, grâce aux résultats et aux activités qui ont été menées en 2018. Mais entre 2018 et la période où on convoque le corps électoral, il y a tout un travail qu'il faut mener au sein des partis politiques pour accompagner les militants. Est-ce que vous savez que nous-mêmes, ça nous est arrivé? Dès que les militants du RDPC ont cessé de signer les papiers la première semaine, c'est à partir de la deuxième semaine que beaucoup de maires et de sous-préfets ont déserté les bureaux parce qu'ils se disaient déjà que puisque les investitures sont finies dans le RDPC, donc tous ceux qui signent là, ce sont les militants de l'opposition. Nous en avons souffert de cela. Monsieur le maire, parlez pour votre commune. Mais de là où nous parlons, chacun parle pour la réalité qu'il a vécue. Je pense qu'il faut le dénoncer et le nier. Vous ne faites pas honneur à ces administrateurs, justement, qui ternissent l'image du RDPC et du gouvernement. Je voulais dire qu'on ne va pas revenir sur le choix du MRC. Vous l'avez abondamment dit sur ce plateau. Et René l'a dit, nous sommes un parti souverain, comme d'autres partis d'ailleurs. Le président a parlé, il a porté la voix du Conseil national. Moi, c'est les Saint-Germain. Je n'aurais jamais plaidé, si j'étais à Yaoundé, pour le boycott. J'affirme et j'assume mes idées. Qu'elles soient minoritaires ou majoritaires, peu importe. C'est un peu comme dans un match de football. Si, eu égard au mauvais état du terrain, l'arbitre décide d'arrêter le match avant terme, on peut, quand on menait 2-0 par exemple, on avait le vent en poupe, on avait toutes les raisons de croire en une victoire prochaine, mais que si l'arbitre du match arrête le match, mais écoutez, vous devez peut-être contester, mais vous devez vous soumettre à la décision. Je suis un militant critique, pas du tout servile, mais militant discipliné. Ce débat est clos. Maintenant, je crois qu'il faut aussi voir que dans le contexte africain, nous sommes sous les tropiques, nous sommes en dictature. Si je prends le cas par exemple du Bénin, M. Patrice Talon, qui a pris part aux élections présidentielles avec son seul parti, est à 100% au Parlement. Ça ne le dérange pas du tout qu'il y ait boycott. Je prends le cas peut-être du Togo, avec Faure Gnassingbé, qui a toujours eu à faire des boycotts. Il est au pouvoir. Je prends le cas du Congo-Brazzaville, M. Sassou, qui à tout moment s'est toujours contenté de la quasi-participation de son seul parti aux élections, est toujours au pouvoir. Je ne cite même pas le cas de la Guinée équatoriale, etc., etc. Donc, les dictatures, et au Cameroun, c'en est une, n'ont que faire du boycott. Je crois que des fois, il faut savoir qu'on peut prendre la force de l'ennemi pour la battre. Parce qu'en vérité, ce code est conçu pour réduire en néant l'opposition. Nous le savions déjà. Je ne crois pas un instant que M. Biya nous donnera les libertés fondamentales que nous réclamons depuis Mathusalem. Je ne suis pas convaincu que M. Biya nous donnera, comment dirais-je, la réforme du code électoral que nous réclamons depuis toujours. Je ne suis pas sûr qu'il fera quelque chose pour arrêter la guerre dans le Nozo, parce que ça l'arrange. Nous devons aller arracher, au besoin, par la seule voie qui nous reste aujourd'hui, à savoir les élections, nos libertés et nos sièges à l'Assemblée. Nous avons des jeunes dynamiques au MRC qui ont la conviction, en tout cas cette fois-ci, qu'ils avaient
les capacités nécessaires pour ravir tous les sièges nécessaires pour accéder à l'Assemblée. Parce que d'une part, quand on veut aider les Nozo, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de gravier le maximum de voix possibles à l'Assemblée, parce que si on est 40 ou 50, tout à l'heure j'ai rappelé le cas du SDL en 97 avec plus de 45, 43 députés. Aujourd'hui, le MRC avait toutes les raisons du monde de penser qu'on aurait pu avoir plus d'une cinquantaine de députés. Croyez-moi, député, avec plus de 50 députés, là on devient une minorité, à défaut d'être une minorité de blocage, minorité forte. Et on devrait imposer l'agenda pour sortir nos frères anglophones de ce bourbier. Rien encore perdu. Vous comprenez? Alors, vous voulez dire un dernier mot? Je voulais dire un dernier mot. Sur cette phase. Oui, et puis je voulais dire que ça fait plusieurs fois que M. N'Djamène parle de dictature. Mais nous sommes en dictature. Je voulais dire à M. N'Djamène que je suis d'une génération quand même qui a été pendant très longtemps à l'étranger et qui est venu au Cameroun souvent, qui a fait la prison. Je pense que depuis 1982, il n'y a pas un seul Camerounais qui puisse que dans ce pays, il ne peut pas dire ce qu'il pense. Il n'y a pas un seul Camerounais qui puisse dire dans ces... Et les manifestations? Il n'y a pas un seul Camerounais qui puisse dire... On peut manifester au Cameroun, M. Je ne peux pas accepter. Est-ce qu'on peut manifester au Cameroun? Mais pas du tout, c'est faux. On ne peut pas manifester au Cameroun. Mais soyez quand même réaliste. Laissez-le terminer, vous le reprendrez. Je dis, moi, je suis désolé, mais c'est les faits. En 1974, j'ai fait la prison simplement parce que j'étais un des étudiants qui manifestaient, même pas au Cameroun, à l'étranger. Nous sommes nombreux qui avons connu cette période. Et je ne peux pas vous laisser dire que depuis 1980, moi je suis rentré en 1984, et je dois avouer que si le régime ancien avait continué, je ne serais pas revenu au Cameroun. Je dis que l'arrivée de M. Biya en 1982... Donc nous sommes en démocratie. Je vous en prie. A fait que nous ne sommes plus dans un régime dictatorial. Nous savons, vous savez très bien, M. N'Djamène, chacun peut écrire ici au Cameroun ce qu'il veut. Chacun peut dire ce qu'il veut. Les médias existent, la presse écrite existe. Donc, continuez de nous dire que nous sommes en dictature. Je crois qu'aucun Cameroun ne peut continuer. Alors on va progresser. Vous reviendrez peut-être dans la... Je voudrais en quelques mots, Monsieur le maire, très sincèrement, peut-être que nous ne sommes pas dans une dictateur autonormé, mais de fait nous sommes en dictature. Et commençons par la question que vous avez posée tout à l'heure. Comment pouvez-vous imaginer qu'il y a un organe en charge de l'organisation et de la gestion du processus électoral, que des partis politiques décident d'user de tous les moyens de recours possibles, et qu'en lieu et place du conseil électoral, que ce soit des membres de l'exécutif, le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la communication, qui décide de parler en lieu et place du conseil électoral. J'estime que cette sortie était maladroite, malencontreuse, illogique, inopportune, et que cela démontre à suffisance la capacité de l'exécutif à phagocyter les autres pouvoirs et les autres institutions. Parce qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire. Monsieur Dipita, nous faisons encore nos classes en politique. Mais je n'ai pas oublié, et il ne vous a pas échappé, que dans un passé récent, j'étais journaliste politique. Et donc, je suivais au jour le jour le processus électoral. Je puis affirmer ici que depuis 15 ans que je suis dans la sphère politique, on peut se réjouir et attribuer un satisfecit à Elekam dans le processus. C'est satisfaisant. Il y a peut-être des choses à corriger, il y a des choses à améliorer, dont il n'est pas normal du tout que l'exécutif décide d'aller répondre aux formations politiques. Pour la seule et bonne raison que chaque formation politique a sa stratégie, a la liberté d'opérer ses choix. Et il ne vous a pas échappé non plus que les deux personnalités dont il s'agit, ou les deux responsables en question, sont des militants d'une formation politique. D'où viennent-ils que des militants du RDPC? Parce que c'est sous cette casquette, pour moi, qu'ils ont décidé de monter au créneau. On ne peut pas estimer qu'ils sont montés au créneau sous la simple casquette de ministre, parce qu'en l'espèce, ils n'ont ni la compétence, ni le pouvoir, même pas l'opportunité de parler et de donner des leçons aux formations politiques. Voilà donc des germes qui montrent effectivement que nous sommes en dictature. On peut noter qu'elle est comme ça quand même exprimée en début de semaine, non? Vous dites qu'il continue normalement le processus. Je voudrais dire que... Non, je voudrais dire que... Je comprends tout à fait, mais le président du PUS... Vous le faites déjà suffisamment sur la CRTV. Je pense qu'il y a forcément des gens dans notre pays qui sont des gens... Au PUS, c'est le premier secrétaire. Monsieur le premier secrétaire, je crois que nous savons que
ici et là, on peut trouver des gens zélés. Mais je dois dire qu'au niveau du RDPC, nous... C'est un phénomène récurrent. Le président de la commission... Avez-vous des problèmes, par exemple, pour obtenir toute cette documentation? Moi, je n'ai pas eu de problème d'AEG. Mais il est maire RDPC. Comment peut-il avoir ce genre de problème alors qu'il est maire RDPC? Ce n'est pas possible. Vous savez naturellement les liens incestueux qui entre les maires, les préfets, les sous-préfets. Comment pourrait-il avoir des problèmes à avoir ces documentations? C'est pas possible. Une seconde. Armand, respectons-moi le code de la parole, s'il vous plaît. On s'y est engagé. Mais à culpa. Moi, je dois dire que je n'ai pas eu à rencontrer de problème particulier pour établir mes documents. Quand il a fallu, quand on est venu me dire, mes collaborateurs sont venus me dire, il faut payer les 15 000 francs pour la taxe foncière, j'ai remis de l'argent et ça a été payé. Mais je dois dire qu'au niveau du parti, parce que quand j'apprends qu'il y a eu des problèmes avec Elekam, au niveau des investitures dans ma commune, le président que le RDPC a envoyé, quand vous vous disiez que vous êtes candidat, vous mettiez votre dossier sur la table et il le faisait vérifier. Tout dossier qui n'était pas complet était d'office rejeté. Lorsque je reçois un coup de fil vers 21h, on me dit, la commission régionale me dit, les dossiers de Pouma sont en souffrance ici à la commission régionale. Vous ne venez pas les chercher, vous ne serez pas à Pouma avant minuit. Je courais avec mon chauffeur chercher les dossiers, je suis arrivé à Pouma à minuit moins 18. Donc, arrivé à Elekam, eh bien, je me suis assis pendant 2 heures. Et l'ECAM a tenu à vérifier chaque dossier. Et heureusement, aucun n'était incomplet. Donc, quand j'apprends qu'on demande des délais, mais je me dis comment ces dossiers ont déjà fait pour arriver à l'ECAM. Monsieur Somana Konolinga, la liste du RDPC est arrivée à minuit 15, c'est-à-dire après délai. À Okola, la liste du RDPC au municipal est arrivée à minuit 23 minutes après délai. Mais c'est des faits. Mais vous êtes engagé à respecter le code de la prise de parole. Monsieur le maire, je voudrais juste pour terminer avec vous, avoir une dernière question. Est-ce qu'en dehors du parti RDPC, les autres partis ont connu la même facilité, tout au moins dans votre commune? Est-ce que vous n'avez pas connaissance de difficultés éventuelles? Ou alors avez-vous connaissance de comment s'est passé le processus de dépôt pour les partis qui sont en concurrence avec vous? En tout cas, le parti de M. Okol a déposé sa liste avant la mienne. Donc quand j'arrive, ce parti avait déjà déposé son dossier. Et pendant que j'y suis, à minuit moins 5, l'UPC est venu avec son dossier. Ils se sont assis, ils ont attendu que l'ECAM ait fini avec nous et ils ont normalement remis leur dossier. Donc je n'ai pas connu ça dans ma commune. C'est pour ça que je me demande comment ça a pu se passer ailleurs, puisque l'ECAM vérifiait les dossiers et chacun repartait en disant mon dossier est déjà remis. Quand on a maintenant demandé qu'on puisse reporter quelque chose parce que les dossiers ne sont pas complets, ça veut dire que quelque part il y a un problème qui ne va pas. Je voudrais quand même noter à l'intention de Armand que le conseil de l'ECAM s'est réuni en début de semaine pour dire que lui il est serein, il poursuit normalement le processus, qu'il est hors de question que parce que l'ECAM ne s'est pas prononcé là-dessus. Non, l'ECAM ne l'a pas dit. Il faut éviter de perdre les téléspectateurs. Et l'ECAM s'est réuni et ils sont encore en conclave. Ils sont encore dans les délais. Le conseil électoral est encore en conclave. En conclave, faut poursuivre le processus qui est entamé. C'est bien cela. Ça fait partie aussi du processus. Je vous l'ai lu tout à l'heure. Il est clair que pour l'ECAM, le report n'est pas l'ordre du jour. Et tout à l'heure, vous avez dit que l'ECAM a déjà demandé aux formations politiques de venir choisir les couleurs et les signes. Parce que vous m'avez repris. Il me semble que vous êtes modérateur et que vous n'êtes pas... Mais je suis modérateur pour donner l'information réelle aussi. Et vous m'avez repris en disant, attention, ce n'est pas ce que l'ECAM dit. L'ECAM est réuni depuis lundi pour étudier pour examiner les dossiers de candidature. Donc, il est clair que pour l'ECAM, le processus se poursuit. Mais je viens de vous dire, M. Dipita. Dans ce processus, je l'ai rappelé, l'ECAM a demandé par communiqué hier aux différents partis politiques de venir choisir leurs différents éléments d'identité. Donc, M. Dipita, oui. Dans ce processus, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Conseil électoral a compétence pour ordonner les rectifications rendues nécessaires à la suite de l'examen des réclamations. Nous y sommes. Le Conseil électoral est en conclave, les réclamations en cours et le Conseil électoral a qualité pour la rectification de ces... c'est parce que vous avez le ton haut que moi je me fais mal comprendre. Je dis ceci. Vous avez dit
que Elecam ne s'est pas encore exprimé sur la question et que c'est le gouvernement qui a fait une sortie. Je précise que depuis lundi, Elecam est en séance pour examiner les candidatures déposées. Alors, M. Dipita, sans lever le ton, en le disant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un peu comme si le Conseil électoral avait opposé une fin de non-recevoir à nos réclamations. C'est pour ça que je m'empressais de vous dire, il n'en est pas question. Le Conseil électoral n'a pas opposé une fin de non-recevoir et je dis, les délais accordent encore la possibilité au Conseil électoral d'accorder une suite favorable à nos réclamations parce que le code électoral lui donne parfaitement mandat. Depuis le 10 novembre, M. Biya a convoqué le corps électoral. Le 9. Le 10 novembre. Oui. À partir du 10 novembre, les candidats ont 15 jours pour constituer leur dossier. Et le Conseil électoral a 60 jours à partir de la convocation du corps pour afficher la liste définitive. 60 jours avant le scrutin. Bien entendu. Maintenant, après, il y a une marge de 7 jours pour les contestataires, ceux qui veulent contester des décisions d'Elecam. Voilà la loi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas question que Elecam s'exprime sur un éventuel report. Voilà, non, ils n'ont pas la compétence. Exactement. Ils n'ont pas la compétence pour le faire. Pour ce qui nous concerne, c'est là où j'en étais. Tout à l'heure, on a parlé des tracasseries administratives. C'est une réalité et Ocon a raison. Et René a raison aussi. C'est une réalité. Même si le maire Soman peut nous faire croire que il a une facilité angélique pour faire ses documents. Évidemment, non seulement parce qu'il est maire, mais il est maire du RDPC. Pour ce qui nous concerne MRC, même si j'ai une position personnelle, il n'en est même pas moins vrai que mon parti a été clair. Et clair, ça veut dire que la décision de ne pas s'engager, René l'a rappelé en introduction, est tout à fait respectable et j'exige le respect de cette décision-là. Pour terminer, Dipita, aujourd'hui, le problème de fond, c'est un problème de mutualisation des forces de l'opposition. Pour combattre ce venin qui est ce mauvais code, je rappelle que le motif, le mobile de la création de ce code, il n'y en avait pas avant 2012. Il y avait des lois disparates qui régnaient, qui régissaient les élections. Aujourd'hui, il y a un code qui est saucissonné, taillé sur mesure. Merci. Pour faire triompher un seul parti. En parlant de la mutualisation, on observe quand même, j'ai pu l'observer tout au moins ici dans le littoral, que beaucoup de partis se mettent ensemble, le SDF va conduire une liste mutualisée à Douala la 2e, vous, le PCRN, ce sera à Douala la 5e, et ainsi de suite. Le PUR, ça doit la 4e. Le PUR, ça doit la 4e. Il y a eu beaucoup, d'ailleurs, à Bokito, il y a eu une mutualisation, nous, à l'UPC, à Obala, il y a eu une mutualisation avec le SDF et bien d'autres partis. Il y a eu des mutualisations. Je pense que ce que je voudrais dire à M. le maire, le problème n'était pas le dépôt, c'était la déclaration des candidatures au niveau de l'ECAM. C'est pas parce que les antennes communales de l'ECAM n'ont pas compétence pour examiner les dossiers. C'est le conseil électoral, du point de vue de la loi, qui le fait, même pas la direction générale. En ce moment-là, ce que l'antenne fait, elle enregistre juste. Si vous avez apporté seulement les 3 pièces de déclaration et candidature, c'est ce qu'elle enregistre dans votre bordereau. Et elle fait ses observations. Ce n'est pas à l'antenne d'examiner votre dossier. Donc les éléments que vous apportez, c'est ce que l'antenne enregistre et renvoie donc tout ce paquet-là au niveau du conseil électoral qui va examiner les différents dossiers. Mais nous parlons de la difficulté à mobiliser les pièces. Ils sont nombreux, les sous-préfets, notamment ceux qui viennent d'être nommés, qui ont créé des tournées de prise de contact pendant cette période. C'est pas normal. C'est pas normal. Et je peux vous dire que cela ne valorise pas le RDPC qui est actuellement au pouvoir. Parce qu'en réalité, c'est des choses pour lesquelles on pouvait se passer. Et c'est ce que nous avons toujours dit au PUS, M. Dipita. Vous avez une loi électorale, donc beaucoup d'éléments échappent à Elecam. Par exemple, pour la constitution de ces dossiers, Elecam n'a rien à voir. D'ailleurs, les 2 pièces qui étaient pratiquement faciles à voir, c'était l'attestation d'inscription sur la liste électorale. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là, puisque c'est l'ECAM qui délivrait cette liste. Dès que vous demandez et que vous avez donné les éléments requis, on vous signe en 2 minutes le document. Il y avait la signature sur la déclaration des candidatures, la légalisation par des officiers de police. Ça se faisait rapidement. Il n'y avait pas de souci à ce niveau.
La déclaration sur l'honneur, c'est la seule pièce qui est la plus simple du dossier. Le reste des documents, vous arriviez même à la mairie, on vous dit qu'on ne trouve pas la souche de votre acte de naissance. C'est des problèmes qu'on a vécu. Vous pouvez tourner là 1 semaine parce qu'on dit qu'on est en train de chercher la souche pour pouvoir vous faire signer votre extrait d'acte de naissance. C'est tous ces problèmes-là que nous avons vécu parce que justement, il y a ces goulots d'étranglement. Je ne vous parle pas de l'attestation de non-redevance ou de certificat de domicile où il fallait montrer patte blanche pour qu'on puisse vous signer ce document-là. Et je le dis encore, M. Dipita, le problème c'est davantage posé à partir de la 2e semaine. Parce que le RDPC a commencé ses investitures la 2e semaine. Donc, dès qu'ils ont achevé avec des investitures, dans presque tous les maires ont disparu. Beaucoup avaient pour raison qu'ils sont à Yaoundé eux-mêmes pour suivre leur dossier. Peut-être parce qu'on les avait écartés de la liste qui était constituée. Ils ont disparu des mairies. Vous déposiez vos dossiers. Nous n'avons pas pu déposer une liste à Ombessa. Parce que justement, quand nos camarades arrivent, peut-être 3 ou 4 jours pour faire signer les maires ne sont pas sur place. Ce sont des réalités que nous avons vécues. Alors, notre banque, je voudrais qu'on développe. Et on ne peut pas ne pas le dénoncer. Et quand on le dénonce, c'est à raison. Et d'ailleurs, si le PCN demande cela, c'est parce qu'il faut trouver des mécanismes pour éviter justement qu'on en arrive. Et on n'a pas suivi une seule sanction qui a été adressée à un de ces responsables, peut-être le sous-préfet ou tous ces différents responsables. Ça pose un problème. De temps en temps, posez au moins des actes qui montrent que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Il ne suffit pas de dire que ce sont des responsables zélés. C'est trop facile de le dire ainsi, alors que tous les jours, nous dénonçons cette réalité. Citant le ministre de la Communication, toujours lors de cette sortie, le gouvernement dénonce ces diverses tentatives d'ingérence extérieure ou ces velléités d'interférence contraires à nos lois et qui préconisent d'autres reports, des reports infinis des élections législatives et municipales en perspective. Y a-t-il danger que la communauté internationale s'intéresse de plus près, force la main au Cameroun, en vue du mandat dans le cadre de ce processus? On a pu voir l'Union africaine, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, le Commonwealth à Yaoundé, parlant entre autres de ces questions-là. Célestin Djamène, doit-on craindre? Oui, député à Tongo, le pacte relatif aux droits civils et politiques a été mis en place en 1966. Le Cameroun l'a ratifié le 24 mars 1984. Le Cameroun doit donc respecter les conventions régulièrement ratifiées et introduites dans son corpus législatif interne. À ce titre-là, les organes comme l'OIF, dont le Cameroun est membre, le Commonwealth et bien d'autres encore, peuvent avoir leur mot à dire sur le respect de la charte, par exemple, africaine, des droits de l'homme et des peuples. Donc, les engagements pris par l'État du Cameroun ont l'impératif instruction d'être implémenté sur le sol national. Ça veut donc dire que, au-delà de la souveraineté théorique d'un État comme le nôtre, il n'est pas anormal que ces organisations-là puissent venir au Cameroun pour essayer de plaider pour le respect de ces chartes-là que le Cameroun a signées. Mais, honnêtement, moi je crois que nous, acteurs politiques du Cameroun, c'est à nous de faire ce qu'il faut pour que ce gouvernement, pardonnez-moi, M. Soman, M. le maire, dictatorial, puisse reculer. Parce qu'en réalité, il ne faut jamais, les États africains ne doivent jamais attendre leur libération des communautés ou de la communauté internationale, qui en réalité sont constituées des États-Unis, la France, l'Angleterre, etc., plus la Russie et la Chine. Parce qu'en vérité, ces grands États qui constituent l'ossature de la communauté internationale ont leurs intérêts dans ces pays d'Afrique. Donc je ne leur fais aucune confiance. C'est à nous, acteurs politiques africains et camerounais en particulier, de faire tout ce qui est à notre mesure pour essayer de pousser ce régime à respecter les lois qui ont engagé le Cameroun dans ces chartes africaines et autres. Merci. Pour terminer, je dirais simplement que même si la loi définit un parti politique comme étant une organisation qui a pour but de conquérir le pouvoir et de conserver le pouvoir, il n'en demeure pas moins vrai que les partis ont aussi la mission d'éduquer les masses, parce que ne serait-ce que pour lire un programme politique, on a envie d'être éduqué. Parce que pour faire un choix devant différents candidats, l'électeur a besoin de comprendre
les différents projets de société. Donc nous avons, en plus du rôle, on va dire, originel de conquérir le pouvoir, celui également, n'est-ce pas, d'éduquer les masses. Et c'est aussi le travail du MRC. Mais aujourd'hui, j'ai une posture personnelle. Mais encore une fois, mon ambition en moi, ma respiration en moi, c'est que le Cameroun soit meilleur que celui d'hier. Merci. Et il a été détruit par ce régime, évidemment. Amakol. Écoutez, M. Dipita Tongo, je suis de ceux qui pensent que le Cameroun est un État souverain et qu'il lui appartient de résoudre lui-même ses problèmes. Seulement, quand on est dans un cas de figure comme le nôtre, il faut avoir l'honnêteté, il faut avoir la lucidité de reconnaître que le pouvoir en place prête le flanc à ce que la communauté internationale vienne y jeter son droit de regard. D'ailleurs, je suis parfois très surpris. Hier, quand il y avait la crise sécuritaire dans le Septentrion, à qui avons-nous fait appel pour résoudre cette crise? Pourquoi à ce moment, on n'a pas brandi la non-ingérence? Nous sommes allés aux États-Unis, nous sommes allés en France, nous avons appelé les pays partenaires. Tout récemment, ou actuellement, dans la crise anglophone, nous avons bien appelé la communauté internationale. Lorsque la Grande-Bretagne est arrivée ici, lorsque les États-Unis sont arrivés, on leur a permis d'aller à Bamenda et de partir à Boya. D'ailleurs, c'était une belle leçon aux gens qui restent dans les bureaux cossus à Yaoundé, à passer le temps à dire que la situation est sous contrôle à Bamenda, elle est sous contrôle à Boya, à Tiko, à Manfé, à Kumba et partout ailleurs. Alors qu'on sait là-bas, par exemple, que les lundis, c'est le ghost town. Donc, cette politique d'un poids, deux mesures, qui veut que quand on a besoin des pays amis, quand on a besoin de la communauté internationale, on court là-bas? Combien de fois le président de la République, qui réside à Yaoundé, va-t-il, lorsqu'il est sollicité par ses pairs ou dans les différentes réunions de l'Union africaine ou de la sous-région? Mais il se presse toujours à répondre présent lorsqu'il a appelé à l'international. Preuve que... Ama, oui. De ce point de vue, que la communauté internationale attend donc que le Cameroun l'appelle aussi pour cette crise-là éventuelle. Ah ben non. Dans le cas d'espèce, qu'elle ne s'invite pas. Alors, je voudrais vous rappeler... Bien que l'ingérence... Je voudrais vous rappeler que pour l'organisation... L'ingérence est différente de l'invitation. Alors, pour l'organisation des élections, on fait appel à la communauté internationale, notamment pour apporter son concours sur le plan financier, sur le plan matériel, et même sur le plan des observateurs internationaux. À partir de ce moment, ça veut dire qu'on a laissé les portes ouvertes, et je le dis encore, nous avons prêté le flanc. Parce que dites-moi, là, nous sommes en train de partir aux élections locales. Il ne s'agit plus d'aller élire le président de la République. Il s'agit pour quelqu'un qui habite une localité, qui habite une commune, qui habite un département, de choisir celui qui aura la gestion... Ça, c'est la dernière phase de l'émission. On va l'entamer tout à l'heure. Celui qui aura la gestion des fonds de sa localité, c'est lui qu'il va choisir. Merci. À compter, à partir de ce moment-là, il est de bon ton que les gens aient la latitude de pouvoir opérer le choix. Or, c'est pas ce qui a été eu. René, oui. Sur cet œil très regardant écoutez, des partenaires étrangers. Vous savez, nous, au sein du PURS, lorsque la crise dans les régions du Nord-Est et du Sud-Ouest a commencé, nous avons clairement dit qu'il fallait mettre sur pied une force tampon qui allait justement, entre Camerounais, permettre de résoudre ce problème. Parce que ces gens... Une force tampon entre la mer et qui? Non, je dis entre le gouvernement et les belligérants. C'est-à-dire que... Il y a des belligérants. Bien sûr, il y a de la guerre à ce niveau. Pas plus tard que hier, avant-hier, un avion de Cameroun a fait l'objet, a essuyé, si vous voulez, des tirs. Ça veut dire qu'il y a une guerre à ce niveau-là. Et de ce fait-là, il y a des belligérants. Alors, par rapport à cela, nous avons dit qu'il faut éviter que la communauté internationale s'introduise par rapport à cette question. Nous savons que ces personnes, on sait comment est-ce qu'elles viennent, mais on sait difficilement comment est-ce qu'elles partent. L'autre chose, justement, c'est que ils ne le font pas par amour pour les Camerounais. C'est un jeu d'intérêt, c'est la géopolitique. Ce sont les relations internationales. Ils ne viennent pas parce qu'ils aiment trop nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
ils manipulent par rapport à leurs propres intérêts et ils essayent donc de surfer sur les faiblesses et la situation qui se passe à ce niveau-là pour pouvoir le faire. Nous avons dit, au sorti du dialogue, du grand dialogue national, dont voici plus de 2 mois aujourd'hui, qu'on commence à traduire des réformes sérieuses, que les recommandations qui ont été émises par rapport à ce dialogue, notamment la question du statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qu'on commence au moins à mettre ça sur la table. Qu'est-ce que le gouvernement met à l'intérieur du statut spécial? Je vous rappelle d'ailleurs que cette proposition n'était pas anodine, elle a été formulée par M. Edouard Akamofoumou, qui s'est appuyé sur l'article 162 de la Constitution. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est développé au sein du gouvernement depuis bien des mois par rapport à cela. Il faut mettre ça sur la table. Voici plusieurs sessions, la session parlementaire de novembre. On se serait attendu au moins qu'on ouvre le débat autour de cela, ce qu'on entend par statut spécial, ou alors y aller véritablement. Alors, on ne le fait pas. Mais, à un moment donné, vous l'avez dit, hein, je reprends le développement de Amman. Ben, à un moment, quand vous invitez ces personnes, parce que toutes ces personnes qui arrivent au Cameroun, elles ne s'invitent pas d'elles-mêmes. Elles demandent forcément à venir, le Cameroun accepte, ou alors le Cameroun les invite carrément pour venir voir ce qui se passe justement par rapport à cette crise. Et si le Cameroun, donc, justement, ne veut pas écouter ses enfants, fort heureusement, finalement, il y a eu un dialogue. Mais il faut qu'on aille vers la traduction des recommandations fortes de ce dialogue-là pour permettre de reculer cette crise. Auquel cas, ces gens vont développer pour trouver leurs propres intérêts, parce que je refuse de croire que tout ce qu'ils font là, c'est pour le bonheur des Camerounais. François Soma. Moi, j'avoue que je suis toujours surpris d'apprendre sur le plateau les gens qui tiennent le langage que je viens d'écouter. Nous sommes en diplomatie. Je pense que tous les jours qui se lèvent, nos amis parlent au Cameroun. Je pense que le chef d'État reçoit quotidiennement des émissaires qui viennent lui porter un message. Je pense que lorsque les gens sortent du cadre normal des relations entre États, viennent dans les télévisions, rencontrent, et ça tout le monde quelquefois le sait, ceux qui combattent le Cameroun, il est normal quand même que des Camerounais puissent se dire ça ne va pas. Mais je pense que le Cameroun entretient des relations avec pratiquement le monde entier. Il est normal que nos amis, qui nous aident quand nous en avons besoin, puissent quelquefois apporter leurs conseils. Mais quand ils s'érigent en donneurs de leçons, alors il y a un problème. Moi, c'est ça que je déplore. Maintenant, vous dites, Armand, que le Cameroun s'est réuni. C'est vrai pour le grand dialogue. Moi, j'étais dans la commission numéro 8. Ce que le ministre Akamofoumou a dit, ce n'était pas une nouveauté. Je vous rappelle que la communauté urbaine de Douala est une collectivité territoriale à régime spécial. C'est ça que le ministre a repris. Et nous avons dit effectivement que ça existe déjà. Et nous avons dit, tout est dans ce que le pouvoir public, l'État, le chef de l'État va mettre dans ces collectivités territoriales. Ça va être des collectivités territoriales. C'est ça que je parle. Et je pense que l'État est en train de travailler. Il ne faut pas penser que depuis qu'on s'est séparés, tout s'est arrêté. Vous avez vu pendant le grand dialogue, tout le monde a déserté des autres commissions pour venir à la commission numéro 8. Mais nos collègues, vous savez, je suis maire, et nous parlons avec nos collègues. Je pense qu'on appelle ça fédéralisme, ou qu'on appelle ça autre chose. Nous, magistrats municipaux, nous continuons de dire que l'État aille jusqu'au bout de la décentralisation. Vous savez, nous avons rencontré le premier ministre du gouvernement. 24 ans après, 25 ans. Nous l'avons rencontré, le premier ministre du gouvernement. À un moment donné, tout le monde allait, les régions allaient le voir. Nous sommes allés avec un document. Des propositions que nous avions déjà dans ces documents que nous avons dirigés chez nous, à notre association. Nous avons dit au premier ministre, quand nous avons remis ce document, nous l'avons lu. Et nous lui avons dit, debout au moment où on partait, on lui a dit, monsieur le premier ministre, vous êtes anglophone. Et vous, les anglophones, vous avez connu l'autonomie administrative et financière des communes jusqu'aux années 70. Donnez ça aux communes. C'est ce qu'on demande. Et je peux vous dire que si on avait été écouté au niveau du mouvement municipal, je pense que beaucoup de choses ne seraient pas. C'est qui vous avez écouté? Les pouvoirs publics. Moi, je participe au Conseil des ministres consacré à la décentralisation. Je ne dis pas que tout est clair. Parce qu'il faut bien reconnaître que l'argent qui peut nous être donné, il va à la guerre. Maintenir la sécurité dans le Grand Nord, ça coûte de l'argent.
Mais la guerre n'a pas commencé. Ce qui se passe au nord et au sud-ouest, ça coûte de l'argent. La guerre n'a pas commencé depuis des années. Oui, mais nous continuons de demander que l'État mette les moyens. Vous savez, nous ne nous cachons pas parce que nous sommes au RDP, c'est pour dire que lorsque les pays comparables sont à 2%, sont à 20% du budget transféré aux communes, que nous soyons à 2%, il y a un problème. Donc, depuis 2018, précisément depuis le 20 juin 2018, le chef de l'État a demandé que les communes puissent bénéficier déjà d'une dotation. Parce qu'avant, ce n'est pas ce que nous avions. Vous savez, avant, quand on vous disait, vous allez construire une salle de classe, on vous disait dans quel village, on vous donne le montant, on vous envoyait le plan. Désormais, les communes recommencent à vivre comme des unités normales, des entités normales. C'est faux. Le maire, monsieur Djamel, je suis premier président de maire. Oui, et je vous dis... C'est pas vrai. Oui. Les communes ne vivent pas normalement. Et je vous dis, nous commençons à vivre parce qu'aujourd'hui, on laisse au maire le soin de dire, voilà une enveloppe pour l'éducation. Le maire va regarder dans sa commune quelle est l'école qui en a le plus besoin. Avant, ce n'était pas comme ça. Vous aviez, parce que les élites allaient, on vous disait, moi j'ai une école dans mon village, même s'il y avait des tables bancs, on en rajoutait, alors que l'école voisine en avait besoin. Mais les choses bougent. Il ne faut pas croire qu'on est là, on ne fait rien. Donc les choses changent, monsieur. Moi, je suis gêné chaque fois. Je suis gêné chaque fois. On va penser que c'est comme ça. Je suis gêné chaque fois par le discours des membres du RDPC. Je suis d'autant plus gêné qu'on est en train d'aller vers les élections locales. Et on est toujours en train d'évoquer Paul Biya. Est-ce que c'est Paul Biya qui sera maire dans 360 communes? Est-ce Paul Biya? Mais vous l'avez dit tout à l'heure, le président Paul Biya a instruit ceci. Paul Biya a demandé ceci. Mais vous faites quoi au quotidien? Dites-moi un peu. Et voilà des gens qui vont repartir une fois de plus à la conquête des suffrages et qui vont brandir le nom de Paul Biya. Donc finalement, Paul Biya, c'est le grand magnanime qui fait tout, mais qui n'est jamais responsable de rien. Mais je veux vous dire, Monsieur Soman, Monsieur le maire, vous êtes à la deuxième mandature. Vous venez sur le plateau ici, nous donner le sentiment, une mandature prolongée d'ailleurs. Oui. Et c'est même là où c'est embêtant, en vérité. C'est d'autant plus embêtant que vous ne comprenez pas la raison pour laquelle on demande un report pour le dépôt des listes. Mais l'une des raisons pour lesquelles on dépose le report, on demande le report des listes, c'est qu'à un moment donné, on est dans une embrouillamini totale parce qu'il y a un individu qui a confisqué le calendrier électoral. Dites-moi, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui candidatent à ce double scrutin du 9 février qui par 3 fois ont fait les dossiers? La première fois que votre mandature est terminée, sachant les difficultés inhérentes à constituer des dossiers, ils ont fait les premiers dossiers. Mais comme il y a une périodicité de 3 mois, eh bien ces dossiers ont été caducs. Lors de l'autre prorogation, ils ont à nouveau fait des dossiers qui ont été caducs. Résultat des cours, cette fois-ci, ils étaient dans l'expectative. Ça ne servait à rien de commencer les dossiers dans le risque de les voir caducs. Et vous avez, dans les confidences de tout à l'heure, dit qu'on vous a convié ici, vous avez couru avec votre chauffeur et tout. Bien heureux, monsieur le maire, vous qui avez un chauffeur. Est-ce que vous imaginez ceux de nos compatriotes qui vivent sans le SMIC, qui n'ont pas la possibilité d'avoir 10 000 francs, et qui, au-delà du cautionnement d'être conseiller municipal de 50 000 francs, doivent débourser 15, 20, 25, voire 50 000 pour le certificat de non-redevance, alors qu'ils ne sont pas des contribuables. Est-ce que vous savez les difficultés que certains ont eues à avoir le certificat de domicile? Même des chefs traditionnels racketaient les candidats pour le faire. Donc, en guise de 50 000 frais de cautionnement, je vous parle comme un acteur privilégié, comme un témoin oculaire de ce qui s'est passé. Et ceux qui sont sur ce plateau peuvent le confirmer. Il y a des chefs traditionnels qui exigeaient 10 000 francs pour délivrer. Ça fait que, au-delà du cautionnement de 50 000 francs, il y a des localités dans lesquelles, pour avoir son dossier à jour, il fallait débourser plus de 100 000 francs. Merci. Vous pensez que c'est facile pour un Camerounais lambda d'avoir 100 000 francs? Le maire Soman répond d'abord et puis vous prendrez la parole. Je voudrais vous dire que je ne suis pas né avec la cuillère à la bouche. Monsieur Okol, j'ai été gardien de nuit, étant étudiant en France. Gardien de nuit. Quand je termine mes études, je suis gardien de nuit, monsieur. Marié, avec enfant. Donc je n'ai pas de leçon à recevoir de vous. Si aujourd'hui j'ai une voiture, je la mérite.
Je suis arrivé au Cameroun, cadre à la SNEC. J'ai démissionné. J'ai fait un concours de tests pour entrer à la SNH. J'ai démissionné à la SNH. Je suis allé dans le privé parce que je trouvais que je perdais mon temps. J'ai fait mes carrières dans le privé. Et donc, je mérite aujourd'hui d'avoir un véhicule que je n'avais pas hier. Donc, ne me donnez pas de leçons. Moi, je ne donne pas de leçons. Si, quand vous me dites que... Non, quand vous venez je suis allé démontrer un tableau. J'ai été directeur général, j'ai été directeur financier, je l'ai mérité. Demandez à M. Nobiono. J'ai été dans cette ville, j'ai fait mes études ici. Je ne sors pas de nulle part, monsieur Okol. Donc ne me parlez pas qu'aujourd'hui j'ai un véhicule. Si je l'ai mérité, j'ai travaillé. Dans ces pays, quand vous travaillez, il y a des chances que vous arriviez. Je ne dis pas que tous les Camerounais vivent dans l'opulence. Je ne vis pas dans l'opulence. Mais je vous dis, j'ai été gardien de nuit, monsieur. Vous savez ce que c'est? Non, vous ne l'avez jamais été. J'ai fait pire que ça. Non. J'ai été bensucurien, monsieur. Non. J'ai été coiffeur. J'ai été taximan. J'ai été vendeur à la sauvette. Vous voulez que je vous cite? Vous n'avez pas été. Il y a des gens. Je vous parle de ce que j'ai fait, monsieur. Arrêtez ça. Revenons à la télé. Dites jamais des choses comme ça devant des gens comme moi. Revenons à la télé. Il ne s'agit pas, député Tongo, de retracer ici Absolument. mes parcours personnels. Voilà. Absolument. Moi aussi, je peux dire que j'ai sacrifié ma carrière professionnelle. Tombez pas dans le piège. Non, je veux juste rappeler que il ne s'agit pas ici. Non, c'est pas de ça. De rappeler ici qu'on a des parcours personnels plus ou moins sacrifiés. Moi-même, j'en suis un exemple. Cela dit, sur la question de la décentralisation, depuis 1996, il est inscrit dans nos textes fondamentaux que le Cameroun est un État décentralisé unitaire. Donc l'idée originale existait déjà en 1996 dans le texte constitutionnel. Tout à fait. M. Marafin et M. Biya, en 2004, décident de mettre sur pied des lois d'orientation pour les communes. Et on parle à ce moment-là, pour la première fois, du transfert de moyens et de compétences. Mais dans les faits, il n'y a eu aucune implémentation de la décentralisation. Je regrette de le dire. La décentralisation au Cameroun n'est qu'une belle idée, n'est-ce pas, paradisiaque, qui n'a jamais pris corps dans ce pays. Le maire qui est à côté de moi, M. Soman, le sait parfaitement bien. Parlons un peu du FECOM, qui est en quelque sorte la banque des communes, qui reçoit l'argent, n'est-ce pas, des communes, qui revient aux communes, parce qu'en vérité, les entreprises installées, par exemple, sur les richesses, sur les territoires des communes, devraient produire des taxes de l'argent qui devraient revenir aux communes. Mais quand l'État vient ici à travers le trésor public d'État, prélever nos taxes et leur envoyer à Yaoundé, qui ne nous refougue par les miettes, à travers soit la CUD, la communauté internationale, la communauté urbaine de Douala par exemple, pour ne citer que celle-là, ou soit par le FECOM, c'est indécent et c'est malsain. De qui se moque-t-on? Aujourd'hui, on parle des aides comme les centimes additionnels communaux, qui ne sont jamais reversés correctement. On parle de la PNDP, qui est basée sur un minimum de 100 millions de francs, mais dans la pratique, les communes reçoivent moins de 30 millions de francs. Mais de qui se moque-t-on? Et on rajoute à cela le fait que sur 360 communes, l'opposition n'a qu'environ, je crois, une soixantaine de communes. C'est pas énorme. 50. Donc ils se taisent alors qu'il y a des énormités qui sont pratiquées. Non. Ce n'est pas acceptable. C'est la réalité. Aujourd'hui, dans les mairies, nous avons la préfectorale qui vient parfois, comment dirais-je, parler plus haut que le maire, alors que nous avons, monsieur le maire, je passe votre contrôle. Hein? Est-ce qu'il est normal que dans un régime décentralisé, le préfet vienne avoir plus, comment dirais-je, de ton, de tonalité que les personnes élues? Ce n'est pas normal. Donc je termine en disant qu'aujourd'hui, il faut passer l'étape de la décentralisation. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du fédéralisme. C'est mon option personnelle. Je pense que pour sauver l'unité nationale dans ce pays, il faut mettre en place le fédéralisme. Pas à 2 États, pour ne pas rêver la nostalgie de 1961, mais à 10 États. C'est le seul moyen pour nous, et on aurait pu éviter cette guerre du Nozo, si on avait mis en place, comme le prévoyaient d'ailleurs les lois de 96, l'élection des gouverneurs de provinces, de régions, comme on disait à l'époque. Donc aujourd'hui, le fait est que la décentralisation n'est qu'une idée qui n'a jamais pris corps. Et il est temps justement que l'alternance arrive, parce que avec le système BIA aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, malgré le grand dialogue national, il s'accroche, n'est-ce pas, à l'idée de l'État unitaire, qui est un État qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut passer à la vitesse la plus appropriée possible. Et dit que le Cameroun aujourd'hui, vu sa diversité historique, vu sa linguistique, mériterait au minimum de mettre sur pied ce fameux fédéralisme
qui aura, à mon sens, l'utilité de sauver l'unité nationale. Alors, pour la dernière ligne. Non, je voudrais quand même dire et puis on entend la vérité. Pour ce qui est de la décentration, permettez quand même que je dise quelque chose. D'autorité d'ailleurs. Parce que je dis, M. Ndiamène, quand vous parlez du FECOM, le FECOM n'a rien à voir avec les centimes additionnels. Non, j'ai cité le FECOM et les centimes additionnels. Je n'ai pas mélangé les deux. Le FECOM est un organe qui fait la péréquation. Je rappelle que Célestin, par ailleurs, conseil municipal. Je n'ai pas mélangé les deux. Monsieur le maire, je n'ai pas mélangé. Le FECOM, c'est l'État qui perçoit les impôts et les transferts au FECOM pour faire la péréquation. La péréquation est faite en fonction de la population. Je veux dire qu'il y a des communes qui sont très peuplées, qui raflent la mise, il y a les communes qui le sont moins, et elles en ont moins. Savez-vous, M. Ndiamène, ce n'est pas normal. Mais justement, nous sommes... L'État est en train de discuter avec les communes pour arriver à un meilleur système. Vous savez, en 2013, jusqu'en 2013, il y avait des communes de la République qui avaient moins d'1 million de francs CFA, des centimes additionnels communaux par trimestre, M. Ndiamène. Je vous le dis. Parce que je vous dis, depuis 3 ans, c'est moi qui assiste au Conseil des ministres consacré à la décentralisation. Nous avons dénoncé cela. Et on a pu trouver un système qui consiste à dire, lorsque on a rassemblé les centimes additionnels communaux, on enlève d'abord 20% qu'on répartit de façon égale à toutes les communes. Ça a fait que les communes qui n'avaient pas grand-chose avant, aujourd'hui perçoivent comme quelque chose. Mais on continue à améliorer le système. Vous savez, le ministre Ambassala, en 2013, décide par exemple que il donne une allocation pour l'entretien routier de 27 millions. Depuis 2013, on est resté avec le même montant. Mais savez-vous qu'il y a des communes qui sont plus grandes? Pourquoi vous ne transférez pas les compétences aux communes? Pourquoi la décentralisation? Vous ne transférez pas les compétences aux communes, c'est plus simple. Les compétences... Que les transports, les lycées, les crèches, l'économie territoriale locale soient dirigées par les maires et que les recettes reviennent directement aux communes. C'est beaucoup plus simple. 63 compétences, 62... sont aujourd'hui transférés aux communes. Ce n'est pas un problème de compétences. Moins de 20. 62, c'est combien? Je vous dis des compétences. Le problème n'est pas des compétences. Le problème, ce sont les ressources qui vont avec. Et le 20 décembre, au Conseil des ministres, j'ai pris la parole pour dire justement au Premier ministre du gouvernement, décembre 2018, Monsieur le Premier ministre, il y a quelque chose qui ne va pas. Le ministre de l'économie, à l'époque, le ministre délégué, il a pris la parole pour dire au Premier ministre, le président de la maire a raison. Ça fait 10 ans que nous transférons des compétences, les ressources ne suivent pas. Parce que les ministres sont tout le temps en train de dire « Ah, ils ne sont pas compétents. Ah, ils vont faire ceci. » Le ministre a fini par le Premier ministre. Laissons les maires tomber, ils vont se relever. Laissons-les tomber même 10 fois. La 11e fois, ils marcheront. Vous savez, quand nous disons transfert de ressources, en général, les gens entendent argent. Mais il n'y a pas que l'argent. Les ressources humaines, les ressources matérielles. Vous avez un délégué d'agriculture qu'on envoie dans une commune. Ce monsieur ne dépend de personne. Alors qu'il pourrait aider les communes à développer l'économie locale. Parce qu'il ne faut pas imaginer, et personne ne le croit, nous sommes en train de passer aux élections municipales. J'espère que mon parti se rappellera que, au final, il faut investir les gens qui ont une compétence. C'est une mise Parce que, non, je le dis. Vous savez, en 2013, chaque année, quand on termine les élections, il faut commencer la formation des magistrats municipaux. 5 ans après, il faut recommencer parce qu'il y a 60% qui partent. On perd des sommes énormes. Il va falloir que l'État comprenne qu'à un moment donné, tout le temps, et je comprends parfaitement cela, en encourageant qu'on change des hommes, il faut quand même que l'État pense à garder un minimum de ceux qui font en sorte que l'économie locale puisse avancer. C'est ça qui est aujourd'hui le défi. Continuer à penser que l'État camerounais aura une caisse sans fond, je crois que c'est un leurre. Voilà ce que je voulais dire. Alors, dernière ligne droite, le processus est en cours. À 7 heures, je ne sais pas ce qu'il en sera demain. L'hypothèse la plus plausible, c'est que le scrutin aura lieu le 9 février, en l'état actuel. Hein. Je veux dire extrême nord, Nosso, boycott, demande du report. Comment vous envisagez ce scrutin-là? Je le dis, le MRC demande aux électeurs de ne pas y aller, indépendamment des partis. Vous êtes un peu réservé, vous attendez la décision de Elegam. Dans la perspective, dans la projection, messieurs, comment vous entrevoyez le scrutin du 9 février 2020? Célestin, peut-être on commence. Bien, pour les élections du 9 février, on ne voit pas
enfoncer les portes ouvertes. On a déjà rappelé la position du MRC ici. Néanmoins, en tant que citoyen et acteur politique de ce pays, je pense que aujourd'hui, il n'y a pas de volonté politique de la part du régime en place d'aller vers des élections saines et transparentes, comme nous le réclamions depuis toujours. Même si, à titre personnel, je considère que on n'a pas d'autre choix, je dis bien qu'on n'a pas d'autre choix, que de mettre sur pied des équipes, notamment dans les élections locales, des équipes nécessaires pour, avec des mauvaises lois, aller grignoter, pas seulement grignoter d'ailleurs, aller gagner ce qu'on est en mesure de gagner. Et comme tout le monde le sait, est une antichambre de RDPC, tout le monde le sait. Bien sûr, en son sein, il y a des personnes qui font des efforts assez avérés pour essayer de rester neutre. Mais très souvent, les décisions viennent d'en haut. Rajoutez à cela, quand vous prenez le code électoral, savez-vous, M. Dipita, que l'article 41 du code électoral prévoit que le ministre de l'administration territoriale sert d'interface entre ELECAM et le gouvernement. Ce qui est une intrusion inacceptable dans le processus électoral qui prévoit d'ailleurs que l'organe ELECAM est un organe indépendant. L'article 44 précise ceci. Le président du conseil électoral, les membres de l'ELECAM sont rémunérés par décret du président de la République, qui se trouve être, si on le considère comme président légitime du Cameroun, être un président d'un parti en compétition. Donc, les fonctionnaires de l'ELECAM sont en mission. M. Enoa Abraham, qui était longtemps un membre du comité central du RDPC, a toujours proféré sa loyauté au chef, à son chef, qui est M. Biya. Vous le savez très bien. Donc, aujourd'hui, oui, la République est reconnue par le Conseil constitutionnel. Mais pour ce qui nous concerne, je dis et je redis ici que tout est biaisé. Mais allons-nous pour autant nous recroqueviller dans nos maisons et dire seulement, ne faites rien, n'allez pas voter? Moi, je suis un opposant résolu. Si on veut faire le boycott, qu'on fasse un boycott actif. Le boycott, les marches blanches? C'est-à-dire que, pas forcément des marches, c'est-à-dire que les citoyens, les partis politiques s'organisent pour empêcher que l'élection n'ait lieu. Si on parle de boycott actif, c'est-à-dire qu'on lance le mot de boycott et on met en place des dispositions. Ça jamais pas appeler à la non, pas du tout. Mais quand on parle de boycott inactif, ça veut dire qu'on reste chez soi, on attend que ça se passe. Et la dictature continue. Là, M. Enoa Abraham et d'autres membres du Conseil électoral ont dit que ça va se faire les élections. Et que ferions-nous demain après-demain? On va se réveiller 5 ans après pour applaudir la dictature qui continue? Non. Moi, je dis que la mutualisation des forces dites de l'opposition, qui se réclament de l'opposition, doit se faire. Elle est urgente. Parce que le MRC l'a fait, évidemment. C'est un choix indiscutable et souverain. Le MRC s'est mutualisé. Mais si d'autres partis, par exemple, en temps opportun, se joignaient au MRC, peut-être qu'évidemment, le RDPC serait obligé, n'est-ce pas, l'État parti RDPC. Peut-être que les autres partis n'ont pas été consultés. Alors, maintenant, pour terminer, ouais. Il est temps, au Cameroun, qu'on mette en place une commission électorale nationale indépendante, qui serait constituée de manière paritaire, soit par le parti au pouvoir, par les partis d'opposition et par la société civile. C'est possible. Et qui la nommerait? Ça se fait en RDC. Mais qui la nommerait? Mais il y aurait une table ronde concernant tout le monde. Et puis on définirait les modalités de nomination d'une telle institution. C'est parfaitement faisable. Mais tant qu'elle est quand même créée par le pouvoir, avec ses fonctionnaires rémunérés par l'État, mais que voulez-vous que l'advienne? On avait d'autre choix que d'aller sur le terrain et gagner ou perdre les élections sur le terrain. Merci Céleste. Nous, on ne peut plus aller au contentieux parce qu'en vérité, les tribunaux administratifs sont faits pour donner la victoire au RDPC. Merci. René, alors, la projection. Je voudrais dire que l'élection qui arrive sera l'image de l'élection présidentielle 2018. En ce sens qu'on a quand même vu une élection où c'était le débat d'idées. Monsieur le maire,
vous allez devoir effectivement faire votre bilan sur le terrain. Parce que les communes où le PUS va compétir, ce sont des communes où ça sera programme contre programme. Nous allons demander les débats entre les listes pour que les citoyens puissent évaluer véritablement le niveau de compétence et de même de maîtrise de la gestion d'une commune. Je voudrais rappeler que l'article 288 du Code électoral, qui fait référence à l'article 122 du Code pénal, punit toute personne qui profère des discours tentant à empêcher les gens d'aller voter. Et je rappelle d'ailleurs, attention, je rappelle qu'en 2018, c'est un discours que les candidats à l'élection présidentielle opposaient à toute personne qui demandait aux gens d'aller voter. Je me souviens qu'il a été opposé à chaque fois à M. Elimbi Lobé, qui passait de plateau en plateau pour dire que comme il n'y a pas eu de mutualisation de l'opposition, il faudrait que les gens n'aillent pas voter. Donc, il faut l'avoir en esprit. Parce que je pense que le choix qui a été opéré, la mutualisation de l'opposition, c'est la meilleure des choses qui puissent arriver. Mais la mutualisation ne se fera jamais quand un individu ou une formation politique seule s'assoit et dit « Voici ce que je fais, suivez-moi ». Ça ne se fera jamais comme ça. Il faudrait qu'on s'asseye et qu'on se dise par rapport à la mutualisation, voici les enjeux, voilà ce qu'on pense. On s'entend sur une façon d'agir et que tout le monde prenne corps avec la décision. Parce que, je le redis encore, chacun est souverain. Les uns et les autres, je me suis refusé sur ce plateau de commenter la décision du MRC. Parce que j'estime que c'est en âme et conscience, c'est une décision souveraine d'un parti qui a décidé. Et j'attends également de l'autre côté qu'on respecte la décision du PUS d'aller aux élections. Mais je puisse vous dire, mon cher Dipita, le 9 février, la campagne est ouverte officiellement le 25 janvier. Ça sera programme contre programme. Il faudrait qu'on arrive où les populations comprennent exactement pourquoi les gens veulent devenir maires, pourquoi ils veulent être députés, qu'est-ce qu'ils veulent faire de la commune qu'on veut leur céder. Aujourd'hui, les enjeux de la décentralisation, le PUS s'est toujours positionné par rapport à la décentralisation. Célestin l'a rappelé. On ne peut pas condamner quelque chose qui n'a pas été appliqué. La décentralisation n'a jamais été appliquée. Pourquoi est-ce qu'on doit se dépêcher à aller à autre chose alors qu'il faut d'abord appliquer normalement, même ne serait-ce que ce que les lois du 24 juillet 2004 prévoient en matière d'orientation sur la décentralisation. Commençons par appliquer au moins ce minimum. Il y a 62 compétences aujourd'hui qui sont transférées aux communes. L'un des problèmes des communes, c'est que même si on leur donne ces compétences, même si on leur donne cet argent à l'état actuel, ils n'ont pas la ressource humaine nécessaire pour pouvoir transformer toutes ces richesses. Et nous, au sein du PUS, nous avions proposé dans notre projet de société qu'il faut créer une fonction publique locale pour qu'on voie un ingénieur, comme ça se voit à la communauté urbaine, dans des grandes villes, où on voit un personnel qualifié qui travaille dans les communes pour permettre d'accompagner. Parce qu'aujourd'hui, la commune a par exemple des compétences sur l'éducation dans presque tous les domaines. Mais quand vous allez à la commune, vous regardez la personne qui s'occupe de ces compétences ou de ces volets. C'est des gens qui parfois n'ont même pas la compétence, ils ne comprennent même pas ce que c'est que l'éducation. Mais ils se retrouvent en train de le faire. Il est donc important que le transfert des ressources et que les communes également, parce qu'on va y arriver à un moment où l'État va être transféré, mais que les communes soient capables elles-mêmes de questionner leur environnement pour transformer ça en richesse. Et ce sera le débat qui va se faire pendant la campagne. J'ai envie de vous dire que la participation ou non du Parti camerounais pour la réconciliation nationale au double scrutin du 9 février dépend de deux piliers. Le premier pilier, c'est la qualité, j'insiste là-dessus, sur la qualité de l'examen des réclamations que nous avons faites auprès du Conseil électoral. Je ne vais pas y revenir, je continue à vous dire que le Conseil électoral a qualité pour connaître des revendications et de procéder aux rectificatifs. Ça va être le premier pilier de la participation du PCRN ou non à ces élections. Le deuxième pilier de notre participation ou non dépendra de la concertation entre la direction, entre la coordination nationale et les autres coordinations. Parce que, en l'espèce, nous estimons que nous tenons le pouvoir à partir de la base. Cabral Libye était candidat à l'élection de 2018.
un peu plus de 300 000 personnes lui ont fait confiance et sont allés voter officiellement pour nous, même si nous savons pertinemment, ce n'est pas le maire Soman qui est à Pouma et qui a connu l'avènement de l'ouragan qui me démentira que les vrais chiffres étaient largement au-delà des 6,28% qui nous ont été attribués. Même s'il fait l'amour, je sais qu'en âme et conscience, il le sait parfaitement. À l'issue de ces deux éléments, nous allons aviser, nous allons décider si oui ou non nous participons à ce scrutin. Et je réponds à M. Célestin Diamé, oui, nous sommes pour la mutualisation. Nous l'avons toujours été. Le problème malheureusement qui se pose, M. Célestin Diamé, c'est qu'on a le sentiment que la mutualisation que vous prônez toujours, c'est d'absorber les autres, c'est de dicter aux autres. Malheureusement, c'est le cas. Vous venez de suggérer tout à l'heure que les autres partis de l'opposition se mettent ensemble. D'abord, l'opposition n'est pas un projet de société. Ça n'a jamais été un projet de société. Un projet de société est bâti sur un programme véritable, schématisé et qui est chiffré également. C'est ça un projet de société. Et c'est pour ça que moi je suis quelque peu gêné. C'est pour ça, peut-être que vous allez penser que je suis en train de draguer l'électorat du MRC. Votre droit. Mais j'estime que Ce qui est un fait d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais fondés à matérialiser le rajeunissement de la classe politique. Vous avez noté, les téléspectateurs, avec que le maire Soman est venu sur ce plateau faire le culte de la personnalité. C'est moi qui prends part au Conseil des ministres, j'ai l'expérience en ceci, j'ai l'expérience en cela. Monsieur le maire, nous estimons que vous avez fait votre temps et ce n'est pas une sanction. Quand est-ce que vos enfants, à vous, vont être des maires? Vous estimez que vos enfants ne méritent pas? Mais c'est un débat, laissez-moi, je n'ai pas fait insulte. Le débat les côtes. Souhaiter le rajeunissement n'est pas une insulte. Parler des n'est pas une sanction. Des enfants, c'est la limite de la faute. Nous sommes exactement dans le champ politique. L'alternance fait partie de ce qu'on appelle le champ politique. Je n'ai pas porté des insultes vis-à-vis de monsieur le maire pour qui j'ai du respect. Ailleurs, le débat est plus vif que ça. Donc, je ne vois pas en quoi vous allez me faire un procès, tout simplement parce que j'estime, quand je parle de ces enfants, ce n'est pas simplement de ces enfants filiaux. Ceux qui sont aujourd'hui âgés de 30 ans, est-ce qu'ils n'ont pas le statut d'être les enfants de M. Soman? Est-ce qu'ils n'ont pas qualité pour rêver d'être maire, pour rêver d'être conseiller municipal, pour rêver d'être député? Si le législateur a estimé qu'à 23 ans on peut être conseiller municipal, c'est parce qu'il a estimé qu'à cet âge-là, on a déjà la capacité à pouvoir assumer ces fonctions. Donc j'estime pour ma part, et je m'appuie pour cela sur l'expérience de la dernière élection présidentielle. J'ai vu des gens mouiller le maillot, y compris au sein du MRC, et je puis vous le dire. S'il y a une formation politique qui a préparé cette élection, c'est bien leur formation politique. J'estime donc que si, pour des gens qui ont travaillé depuis plus de 6 ans à inscrire les gens sur les listes électorales, à travailler pour le maillage territorial, et qu'on ne leur donne pas la possibilité d'aller également se frotter à ces joutes électorales pour apprendre également, parce que quand on y va, lorsqu'on n'est pas élu, on gagne au moins en matière d'expérience. Qu'on leur empêche de le faire, je trouve que c'est un tout petit peu égoïste et égocentrique vis-à-vis d'eux. C'est pour ça que nous prônons l'alternance. Je vais vous surprendre, je termine par là. Vraiment, il reste dans le Mbéré, par exemple, nous sommes à fond avec un candidat, Aboubakar Sabat, pour ne pas le nommer. Je vais vous surprendre qu'il est de l'UNDP. Parce que hier, à la présidentielle, c'est un monsieur qui nous a soutenus, qui nous a accompagnés et qui a permis qu'on puisse faire bouger des lignes. Donc partout où il y aura des cas de figure de rajeunissement, nous irons parce que nous estimons que ces élections doivent être des élections sanctions contre le RDPC qui a monté ses limites. Pour terminer, François Soman. J'avoue que pendant qu'on braille sur les plateaux de télévision, le pays continue quand même d'avancer. Le responsable de PUS disait tout à l'heure qu'il faut une fonction publique municipale.
je voudrais le rassurer, le texte est sur la table. Je voudrais d'ailleurs dire que le mouvement municipal a une seule association qu'on appelle les communes et villes du Cameroun, parce que nous avons considéré, nous magistrats municipaux, que quand on est maire, on n'est pas maire d'un parti. Je voudrais également vous rassurer que le statut de ces femmes est terminé. Nous avons étudié ça ensemble, il est sur la table du gouvernement. Tout comme je voudrais vous dire que lors des renouvellements qui sont en cours, mon parti, le RDPC, a demandé qu'il y ait un maillage, à la fois qu'il y ait renouvellement, qu'il y ait la jeunesse. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'il faille partir tous ceux qui ont des connaissances à transmettre. Monsieur Monsieur Okol, le pays continue quand même d'avancer. Il faut qu'il y ait des gens qui travaillent avec les pouvoirs publics pour faire avancer notre cause. Personne ici sur cette table, M. Ndiamé l'a rappelé plusieurs fois, ne peut dire que la décentration au Cameroun aujourd'hui est parfaite. Non, même pas elle n'a moi, même pas existé. Même pas moi qui représente les communes. Je bataille tous les jours pour dire que c'est la venez. Le jour où on examine le budget d'investissement public, en général, je suis là, parce que je suis membre de ce comité. Je n'ai pas volé cette place. C'est mes collègues, mes pairs qui ont estimé que j'avais une certaine expérience à apporter. Donc, n'imaginez pas que tous les jours, le pays dort, personne ne travaille. Ça, on ne fait pas avancer. Nous-mêmes, nous critiquons le fait qu'on ne va pas assez. Voyez, je donne un exemple. La télévision mobile, comment ça s'appelle? La télévision mobile, MTN et autres, ils sont installés sur le territoire. J'ai dit au Conseil national de finances locales qu'il n'est pas normal que ces gens ne puissent même pas donner 1 centime aux collectivités territoriales. Non, ils donnent, mais ça va pas aux collectivités. Ils ne donnent rien du tout. Mais voilà, c'est pour ça que les pylônes sont situés C'est pour ça qu'il faut vous sanctionner. Oui, mais nous ne sommes pas des gendarmes. On va pas non plus faire croire que c'est. On va pas non plus faire croire que ces entreprises ne payent pas. Non, laissez-moi dire. Nous estimons. Voilà, elles ne payent pas la bonne personne. Nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dire. Oui, non, je suis d'accord avec vous. Monsieur Dipita, les pylônes de ceux qui ont la téléphonie mobile sont situés sur les territoires des communes. Il faut que l'État ait le courage de dire, même si c'est 1 franc de consommation qu'on reverse aux communes, ça nous fait beaucoup d'argent. Mais là, au niveau de l'État, elle est combien? Dans les pays comme le Tchad aujourd'hui, on prélève quelque chose sur les consommations pour donner aux communes. Nous avons besoin d'argent. Et tous les jours, on nous dit qu'il n'y en a pas assez. Je dis qu'il faut que l'État fasse l'effort de faire en sorte que ces grands qui en ont beaucoup, qui puissent également contribuer. Je voudrais dire un mot avec la permission de député Tongo. Aujourd'hui, on a bien écouté le maire Soman, mais le succès personnel, M. Soman ne peut pas obérer l'échec patent du RDPC. Ça se voit partout. Regardez la commune gérée par le RDPC. C'est un sinistre partout. Ce que je veux dire... C'est à l'image de la gestion du pays. Effectivement. Et ce n'est pas étonnant. Je dis simplement que si on veut, effectivement, parler de communes et de décentralisation, parlons d'institutions et de respect des institutions. Merci. Le maire Soman termine, parce que c'était le mot de la fin. Non, il avait la dernière prise de parole et Célestin l'a coupé. La distribution de la parole n'est pas équitable. Non, on ne peut pas dire ça. Monsieur Okol, entre vous êtes décidé. Monsieur Okol, vous avez dit que nous allons aller aux élections municipales, projet. C'est moi qui l'ai dit. Oui, devant projet contre projet. Moi, je voudrais voir votre candidat avec son projet à la commune de Pouma. Moi, j'ai pris une commune qui faisait un compte administratif de 70 millions. Je suis à plus de 900 millions. Mais, monsieur Soman, vous aurez une seconde tout à l'heure. J'ai dit, monsieur Okol, faites en sorte que nous puissions discuter de façon normale, qu'on puisse se comprendre. Parce que l'insulte en permanence ne paye pas. Tu l'as fait? Oui, vous l'avez fait. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais quand vous me dites que je roule en voiture... Non, c'est pas un ping, on va pas recommencer le ping-pong entre Amand et Cole. Merci. Évitez ce genre de... Une seconde, vraiment, il reste 2 minutes, une seconde. Une seconde pour dire qu'il y a de l'espoir dans ce pays. Merci. René, une seconde. Écoutez, moi je l'ai déjà dit, les élections, le PURS, en 2018, s'est illustré par la qualité de son projet de société. Et nous avons été sur le terrain par rapport aux élections locales. Nous sommes dans un embarras. L'embarras de répondre aux appels incessants de nos camarades de la base
qui veulent prendre part à ces élections, mais nous sommes également butés à ce mur infranchissable des camarades du maire Soman, de l'administration, qui font tout pour empêcher que les jeunes n'aient la possibilité de s'exprimer. J'en ai terminé. René Bakota, Célestin Germain, François Soman, vraiment merci d'être resté ce soir pour décrypter ce sujet autour des législatives et municipales qui, comme vous le savez, auront lieu ces élections-là le 2 février 2009. Le 9, qu'est-ce qui m'arrive? 9 février. Le 9 février. Le 9 février 2009. Je vois peut-être. 2020. Je vois peut-être moins bien. Je présume que j'ai encore la bonne mémoire. 9 février 2020. Bonsoir. Il n'y a pas de vin là-dedans. Alors, du tout.